tu vas comprendre à un moment que les adverbes, ça sert à rien. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses à T'es pas comprendre. le premier à le dire. Bah ouais, Mais non, c'est compliqué de s'en séparer au début. C'est hyper dur. Ouais. Et Dieu sait que j'ai versé je me suis vautré dans l'adverbe. Lire est de plus en plus difficile, parce qu'on résiste de moins en moins aisément à ce que les commerciaux appellent l'achat d'impulsion. Vous savez, les tic-tac qui sont en tête de gondole quand on arrive à la caisse du supermarché. Nous avons infecté notre vie entière à cette dynamique. On privilégie la gratification immédiate et clé en main, le nouveau Mario Kart, la nouvelle saison de Stranger Things, le match de foot à la télé, pour ne citer que 3 exemples. Il n'y a plus qu'à consommer et on est assailli de sons, de musique et de couleurs, tandis qu'il faut faire l'effort de s'abriter des bruits et des mouvements ambiants, se créer sa propre bulle afin de lire. Et découvrir la conclusion de l'histoire demande un investissement temporel nettement plus important. Pourtant, presque tous s'accordent à dire qu'on emporte les sensations de la lecture bien plus longtemps et plus loin. Ah là là, les souvenirs des premières lectures, c'est quelque chose. C'est en pratiquant les jeux de rôle que par la force des choses, puisqu'il faut bien lire les règles du jeu, je suis venu à la lecture, puis à l'écriture, en devenant maître du jeu. Dans les années 90, le jeu de rôle Stormbringer d'après l'œuvre de Michael Moorcock m'a plongé dans le médiéval fantastique à pieds joints. Avec ce jeu et son univers, ce sont les BD des Chroniques de la Lune Noire de Froideval et Le Droit qui ont poursuivi cette quête, qui s'est rapidement muée en soif pour ce genre, aussi appelé la fantasy. Il y a donc eu les premières lectures, toujours liées au jeu de rôle, le cycle d'Elric, puis les Lance-Dragons, la saga de Drizzt, l'Elfe Noir dans l'univers de Donjons et Dragons, le papa des jeux de rôle papier. Mais le premier écrivain français qui a su capturer mon attention porte le nom de Mathieu Gabory. Ce qui m'a plu chez cet auteur était l'originalité, la créativité et l'imagination de ces mondes, pour le fond, mais pour la première fois j'ai remarqué que je prenais plaisir à lire ces beaux combos de mots habilement maniés. Mathieu Gabory a été le premier auteur qui m'a fait dire « j'aime le fond autant que la forme » de ses aventures. Les aventures en question, c'était celles d'Agon dans la trilogie des Crépusculaires. Et puis comme le travail de Mathieu m'a séduit, j'ai continué de le suivre sur le diptyque Bohème dans le genre steampunk, ou la superbe trilogie des Chroniques des Féales aux éditions Bragelonne qui m'a mis par terre. Lui avant moi, sa passion de l'écriture, de la lecture et de raconter des histoires est venue des jeux de rôle. Le point de bascule est lorsqu'il découvre la boîte rouge de Donjons et Dragons à l'âge de 11 ans, et la vie de celui qui se dit artisan de l'imaginaire ne sera plus jamais comme avant. Le pouvoir des histoires, des mondes imaginaires a cela d'entêtant qu'il nous happe et qu'on peut y dédier sa vie entière. Alors, comment raconte-t-on une bonne histoire? Quels sont les dangers de partir du world building? Pourquoi écrire trop jeune est-il périlleux? Le premier roman de Mathieu est édité lorsqu'il a 24 ans. Comment était le paysage littéraire à l'époque, en particulier en fantasy? Pourquoi avoir choisi les mondes de l'imaginaire pour s'exprimer? Comment, pour bien faire, faut-il équilibrer la dualité entre l'enfant en soi qui nous apporte les idées et l'adulte qui vient les structurer? En quoi un roman est-il une mise à mort des potentialités d'un univers et de personnages? Qu'est-ce que l'écriture automatique ou instinctive? Quelle est l'astuce de Mathieu pour combattre le syndrome de la page blanche? 30 ans plus tard, je reçois l'un des piliers de ma culture de l'imaginaire et je m'en vais le cuisiner pour tenter de lui arracher quelques secrets de fabrication. 3-4. Parfois, on se rappelle plus les débuts d'une histoire, comme dans un rêve. On se rappelle jamais comment on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve. Pourtant, on sait qu'on y est. Eh bien, j'y suis allé au collège du Souffre-Jour en compagnie de Agon. Je me rappelle avoir lu la première édition aussi, celle avec la couve magnifique d'une rapière plantée et de sa vue en contre-plongée sur une cité de nuit. C'était les éditions Mnemos. Avec le temps, on garde les sensations, mais on perd les détails. Et les sensations étaient grandioses. Ton histoire m'a parlé, ton univers m'a transporté. Je ne saurais pas dire pourquoi. On va tenter d'explorer un peu ensemble tout ça. Déjà, pour tenter de me rafraîchir la mémoire, j'ai cherché mes bouquins en vain. Je sais que je les ai quelque part, mais je sais pas où. Bref, je suis allé lire quelques critiques bonnes et moins bonnes d'internautes lecteurs. J'ai donc appris qu'il y avait eu plusieurs parutions de les Chroniques des Crépusculaires et qu'à chaque fois, tu étais repassé dessus pour y mettre un coup de polish. Donc ma première question, est-ce que les parutions multiples sont courantes? Non. Ok. Je crois pas. C'est un truc gaboresque? Ouais, c'est un travers que je corrige. Mais sincèrement, fallait surtout pas faire ça en fait. Fallait assumer. Les ricains font ça très bien. Ils disent c'est une œuvre de jeunesse, j'étais pas bon. Et ils assument, tu vois. Ouais. Alors que moi, pas du tout. Donc à chaque fois qu'il y avait une nouvelle édition, je dis ah putain, je vais pouvoir corriger ça, ça, ça et ça. Mais en fait, Ouais. ça a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Soit tu figes le truc dans le passé et tu dis voilà, je l'ai fait à ce moment-là, j'étais ça à ce moment-là, je l'ai écrit comme ça. Soit tu passes ta vie en fait à le réécrire le bouquin.
Parce que forcément, tu changes ton écriture au fil des années. Toi, tu changes, ta tête, elle change. Tout change, quoi. Le contexte, tout. Enfin, donc vraiment, ça n'a strictement aucun sens de faire ça. Je le ferai jamais. Ça fout le bordel. Ok. Donc, faut pas faire ça. Donc, au moins, t'as appris des leçons, des choses. Ah ouais, clairement, ouais. Et en fait, c'était ça, en fait, ma question, c'est ma deuxième question. Pourquoi ne pas se contenter des mots couchés au moment de ta vie où tu les as couchés dans l'histoire, tu vois? Bah, en fait, je pense que c'est une histoire de confiance en soi aussi, quand même. Ok. Tu vois, en se disant, quand tu relis les trucs, tu te dis, mais non, mais faut pas dire ça, pas comme ça. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est publié, il y a des gens qui lisent et qui doivent dire, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ouais. Donc, t'as envie de corriger, c'est normal. Est-ce que t'as eu des retours de gens qui ont lu toutes les versions? Il y en a eu récemment, à cause du travail qui se fait sur Pénombre, le nouveau jeu de rôle dans l'univers des crépusculaires. Et en fait, comme ils se sont fiés qu'au roman, ils ont été obligés de faire des trucs de ouf pour passer. Et c'est génial ce qu'ils ont fait. C'est génial parce qu'en fait, je vais pas spoiler, mais ils ont utilisé même ce concept pour le diégétiser. On n'en dit pas plus. Mais c'est ouf. Ok. Est-ce que tu te rappelles ce qui te chagrinait le plus et les changements apportés? C'est-à-dire? Bah, quand tu repassais dessus et que tu disais ça, j'aime pas ce que j'ai fait là, je le change. Est-ce que tu te rappelles de cas concrets? En fait, en termes d'écriture, je pense que le plus gros boulot, c'est ce que tu comprends au fil du temps, c'est l'ellipse. Ok. L'ellipse, c'est un pivot dans l'écriture. C'est au moment où tu te dis, ah ouais, en fait, je suis pas obligé de tout décrire. Il faut que je focus sur l'essentiel. Il faut que je décrive ce qui est important, c'est-à-dire soit le ressenti, soit ce que vit le perso, mais surtout pas avoir ce côté presque une tendance, tu sais, un peu journalistique de je vais décrire toute la scène pour que la personne comprenne vraiment tout ce qui se passe, tu vois, une espèce de regard hyper panoramique. Et en fait, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Tu te perds dans les détails et même dans les dialogues. Je suis toujours pas un bon dialoguiste. Et à l'époque, c'était encore pire. Mais si tu veux, le dialogue, quand les mecs commencent à dire ah salut, ah au revoir, merci beaucoup, tu vois, que des trucs, des banalités absolues. Alors parfois, ça peut servir le récit. Et là aussi, je trouve que les Américains sont super forts. Tu sais, moi j'appelais ça le repas dans la forêt, en fait, le syndrome du repas dans la forêt, pas le syndrome, mais le talent. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire vivre leur perso juste à s'asseoir autour d'une table ou d'un feu de forêt, et discuter, et c'est cool, tu vois, c'est cool parce que les persos se développent, ils disent des trucs, machin. Mais ça, finalement, c'est un art. Et pour pas verser dans la banalité, c'est un moment où tu dois maîtriser ton personnage, tu dois pouvoir dire quelque chose de lui à travers cette scène, enfin, tu vois. Donc, non, mais moi, c'est surtout l'obsession de l'ellipse que j'ai compris à un moment. Donc c'était plus des coupes en fait? Ouais, couper beaucoup. Après, il y a des fins à réécrire parfois. Enfin, c'est pas bien de faire ça, c'est vraiment pas bien, quoi. Bah, ça me rappelle George Lucas qui ressort Star Wars 20 ans plus tard et puis qui change des petits bouts de scène, qui rajoute des trucs. C'est normal. Et du coup, tu te dis, parce que oui, la technologie a évolué, ouais, mais c'est normal. Mais en même temps, ça te sort du truc, parce que tu fais, oh là, il y a une différence entre la scène d'avant et... Non, je pense qu'il faut pas... Enfin, si c'était à refaire, je le ferais pas, par exemple. Ok. Tu vois, je réécrirais d'autres choses plutôt que de me reperdre dans quelque chose que j'ai déjà écrit, qui était avec toutes les maladresses de l'époque. Ouais. Mais c'est en ce qui fait, fait son charme, quelque voilà. part. Ouais. Il y a un moment où tu arrives à assumer ça. Et je sais plus, je crois que c'était Connelly qui l'avait dit très bien, ou même Stephen King. Je sais plus qui l'avait dit. Mais qui avait dit, c'est une œuvre de jeunesse. Je découvrais le métier d'auteur. Je n'étais pas bon, mais j'ai évolué et c'est pas grave, en fait. Non, c'est moi à ce moment-là. Et voilà. Et voilà. Ouais. Donc, pas se prendre la tête là-dessus, quoi. Ok. Problème de confiance en soi, d'accord. Ouais. Né dans les années 70, tu aurais découvert une décennie plus tard la fameuse boîte rouge de la première édition de Donjons et Dragons. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense que c'est la bascule, quoi. C'est-à-dire, ma vie change du tout au tout. Ouais. Parce que j'ai 11 ans. J'ai mon pote Laurent à l'époque qui me dit, je me souviens, la boîte rouge a été posée sur le bureau. J'ai dit, c'est quoi ce truc et tout? Il me dit, c'est un jeu de rôle. Ok. Et surtout, il a son cousin qui a 18 balais, je crois. Et il dit, c'est lui qui joue. Ouais. Et parce que 11 ans, c'est tôt pour le jeu de rôle. Tu vois, et puis, on prenait pas bien et tout. Et le mec dit, Laurent dit, il pourrait peut-être nous organiser une partie. Ouais, ok, on peut tester. Première partie, j'ai décollé, mais très très haut. Mais vraiment, quoi. C'est l'espèce d'épiphanie, comme si j'étais né pour vivre ça, en fait.
Et, Le MJ était excellent ou c'est toi qui je me t'es souviens pas connecté avec le vraiment. média? Je pense qu'il était bon, ouais. Et puis surtout, à 11 ans, tu accueilles ça, mais à bras ouverts, tu vois. Enfin, tout d'un coup, tu vis des aventures. Après, je lisais beaucoup de SF déjà. Enfin, tu vois, j'adorais. Mais j'ai plongé, mais il n'y a même pas eu de peut-être, ou tu vois, ça a été. Je suis revenu, j'ai fait ok, bah ça sera ma vie, quoi. Donc à partir de là, alors la scolarité s'en est ressentie un peu, Ah ouais, mais en même temps, j'étais heureux, quoi. ouais. Tu vois, j'étais heureux. Un J'ai joué gamin un heureux. nain guerrier voleur, je m'en souviens encore. Ok, c'était ma question, j'allais te demander ce que tu avais joué, mais un Bah, nain guerrier voleur. Ok. ouais, et en plus, enfin, c'est un truc que je m'en suis jamais départi, c'est-à-dire que j'ai toujours joué des nains Ah marrant. toute ma vie. J'ai une passion immodérée pour le nain, la figure du nain telle qu'a pu, tu vois, est posée Tolkien. comme Tolkien, tu vois. Ouais, ouais. Mais cette idée, ce truc très minéral qui vit un peu à l'écart. J'ai pas aimé le traitement après, tu sais, quand on fait un peu des jouisseurs ou des mecs un peu. Il m'a vénère Peter Jackson avec. Ah ouais. Ah ouais. Pour la suite sur les Hobbits ou sur Je sais plus où, l'original. mais le côté un peu rigolard, tu vois. Ah ouais, non, Enfin, c'est alors plus- que moi, je le vois vachement ancré, un peu, pas hiératique, mais un peu quand même. Ouais. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose qui me fascine chez les nains. J'ai toujours, quand on a joué à World of Warcraft, à un moment comme des furieux avec des potes, Ouais. évidemment, T'étais nain. j'étais nain. Bon, voilà quoi. Ok, On donc je te demande on pas revient. de quel côté t'étais, non. j'ai compris. Tu pourrais me parler de tes années rôlistes et de ce qu'elles ont travaillé chez toi? Ouais, les années rôlistes. Combien de Non, temps t'as joué en fait? j'ai joué jusqu'en 96, vraiment, Ok. beaucoup. Et en fait, les années rôlistes, c'était se retrouver chez Laurent. En fait, il y a eu deux grandes périodes. Il y a eu la période de 11 à, je sais plus, quasiment 18 ballets, Ouais. où on a joué tout le temps. Tout le temps. Dès que Enfin, t'avais un peu de temps. dès qu'on avait peu de temps, on faisait des week-ends de jeux de rôle et tout. C'était majestueux, quoi. Moi, très vite, j'ai voulu être MJ. Ah ouais, ok. Ouais. C'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pas Ouais, mais à l'envie de l'époque, tout le monde. c'était du donjon, tu vois. On n'était pas non plus en Ouais. train d'animer des, Ouais. tu vois, Des un trucs truc super super complexes. ambiant, super complexe. Et à l'époque, le jeu de rôle était quand même, enfin, selon moi, hein, il sortait à peine du Wargames, tu vois. Enfin, ce côté jeu de figues enfin, pas jeu de figues, tu vois, mais ce côté, tout d'un coup, on va essayer de mettre des gens autour d'une table, mais on est quand même sur Dungeon Crawler, Mhm. on avance, on joue des persos, on avait les plans, on avait notre Velleda, tu vois, on était quand même sur du porte-monstre trésor, un peu quand même beaucoup, quoi. Je vois. Après, d'autres envies qui viennent au fur et à mesure que tu grandis, t'as envie d'autre chose. On a testé plein de jeux. Donc ça a été génial. Enfin, la période était folle, quoi, tu vois. Mais ça va je sais plus, on a tout fait, en fait, je pense. Enfin, tout fait. On a fait, tu vois, Les James Bond, classiques, Star Wars, en voilà. fait, tous les classiques. Ouais. La Révélation, l'appel de Cthulhu, Ouais. évidemment. Là, pour moi, ça a été aussi un grand changement. J'avais adoré aussi tout ce qui était Hawkmoon, Stormbringer. Et puis après, des jeux plus confidentiels, tu vois, comme Athanor, je repense à des parties, Bushido. Ah ouais. Tu vois, Ça me parle moins, ça, ouais. ouais, mais c'est des jeux, il y a eu plein de... Donc, énormément joué. Et la période après le bac, j'arrive à avoir mon bac avec 10 de moyenne, mais vraiment, ras la casquette, tu vois. Pas ouf. Je pars en droit parce que je sais pas où aller. Et là, mon complice de toujours, vraiment mon pote, mon frère de sang, quoi, Guillaume. Ouais. En fait, on joue quasiment une campagne solo dans ça va faire glauque ce que je vais dire, mais en fait, son père avait un parking, Ouais. une place de parking retransformée en une espèce de cave, en fait. Ok. Et en fait, on avait fait une méga salle de jeu de rôle avec des tentures et tout. Trop bien. Et en fait, on prétendait aller à la fac, et en fait, on allait D'accord. là-bas et on jouait full day, quoi. Full day. Et je sais pas te dire pourquoi. On avait une telle complicité. Lui, il jouait un farfadet. Et en fait, c'est devenu les prémices un peu aussi de tout ce que j'ai pu développer. Parce que c'est à ce moment-là, je commençais à développer un univers, les crépusculaires. Et Guillaume, finalement, l'a un peu éprouvé, l'a testé, là, tu vois. Je vois. Et donc, voilà, il y a eu quand même ces deux grandes périodes jusqu'au décès de Guillaume. Et donc, moi, ça a été quand même... Enfin, ça a été des super années, tu vois. Ça faisait partie de ma life tout le temps. Je me souviens encore quand je grugeais mon père, qui checkait les devoirs, que je faisais des cartes de jeu de rôle et que je lui disais que c'était la géo, tu vois, que c'était mon devoir du lendemain. Et il disait, putain, c'est chiadé et tout, c'est bien, quoi. C'était cool.
Et voilà, tu vois. Donc non, des très belles années en fait, des super souvenirs de partout. Donc là, d'après ce que tu me racontes, je reçois world building. Ouais, Ça, à est-ce que fond. ça a bossé À chez fond. toi? Ouais. Ah oui, tu dis, c'est ça la question. Ouais. Ouais, le world building à fond, toujours l'approche world building qui va être à travers aussi une fois que tu vas au roman, puisqu'en fait tu vas approcher le roman à travers le world building précisément, et c'est un prisme hyper dangereux parce que précisément tu te perds dans les détails, tu focuses pas tes personnages, surtout tu focuses pas le scénario. Et ça, Dieu sait que si j'avais appris à faire un scénario, ça aurait été beaucoup plus sympa pour mes bouquins en fait. Et malheureusement, je l'ai pas appris. Donc, je l'ai appris, mais dépend, tu vois. Tu t'es un petit peu égaré sur les. Bah, tu t'égares en fait. Tu ouvres des pistes, tu ouvres des trucs. Tu dis ah ouais, ça c'est cool, je le rajoute. Ouais. Mais en fait, bah non. Enfin, d'abord tu réponds à ce que t'as, enfin, tu tires des fils et t'en laisses plein en route. Ouais. Et ça se fait pas. Enfin, c'est pas bien, tu vois. Ouais. Si j'avais eu l'expé que j'ai aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien pouvoir écrire maintenant. Ça serait cool, tu vois. Aujourd'hui, on me dit t'as ce background, t'as rien fait, mais t'as tout en tête et maintenant t'écris les trucs. Et en fait, je pense que j'aurais été vraiment plus performant, en tout cas sur tu sais, en faire quelque chose de plus ample, sans se perdre, sans être dans les petits détails, des petites choses, enfin, plein de défauts qui sont liés au fait qui sont liés au fait que j'étais un gamin, quoi. Enfin, tu vois, les premiers bouquins, c'est 24 ans. Ouais. Et je suis pas prêt, quoi. C'est hyper jeune pour écrire. Ouais, beaucoup trop. Comme ça. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, tu as l'expérience que tu as parce que tu en es passé par là. Donc certes, mais c'est pas de l'XP organique, c'est pas de l'XP charnel, c'est pas de l'XP. Je suis pas comme un David Gemmell qui a été videur, tu vois. Ça m'a manqué quand même. D'avoir une vie avant. Ouais, tellement quoi. Tellement. Parce qu'il y en a beaucoup des romanciers qui s'y mettent tôt. Ouais. Mais je trouve c'est souvent des gars aussi, soit ils ont un peu d'XP de vie que j'avais pas, parce que dans un cocon très privilégié, très protégé et tout, donc c'est un peu quand même des rêveries d'adolescents, tu vois, un peu, ouais, ça va quoi. Bref, ça manque un peu de vie quoi. De danger. Dis donc, t'es assez sévère sur tes débuts. Non, mais c'est normal. Enfin, ouais, c'est pas d'être sévère. En fait, maintenant j'assume. Tu vois, le fait que ce soit maladroit et tout. Et je pense qu'aussi, j'ai pu venir avec des trucs intéressants à ce moment-là. Aussi, parce qu'il n'y avait pas de fantaisie. On nous a reconnus à ce moment-là, quand on a commencé les bouquins, une fantaisie un peu différente. Et je trouve que c'est bien qu'on ait pu amener ce genre de trucs. Complètement. Tu vois, voilà. Alors là, je valide complètement. Devenir écrivain, ça t'est venu comment? Alors, on était sur les jeux de rôle, le droit. C'était avant. Dès l'adolescence, je commençais à écrire Souffre-jour. Parce que ça me donnait envie en fait d'écrire tout court. C'est en jouant au jeu de rôle que ça t'a donné envie d'écrire. Ouais, carrément. C'est en passant à la MJ ou? Ouais, je pense que MJ, forcément, tu commences à créer tes histoires, tu commences à les raconter. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'anime en toi, quoi. Tu vois, il y a une petite étincelle qui se crée, qui te dit, ouais, alors peut-être qu'en fait, j'ai envie de raconter des histoires tout court, en fait. Hein. Bah ouais. Donc j'aurais pu devenir conteur itinérant. Ou tu vois, rôliste hardcore, et finalement j'ai mis un doigt de pied dans le roman, et puis après c'est un concours de circonstances de malade qui a fait que ce premier roman publié, c'est parti comme ça, tu vois, mais c'est un coup de bol, hein. Ça a vraiment pas pu arriver dans plein d'autres circonstances, quoi. Un coup de chance, alors ah ouais, la chance. T'as jamais eu peur de pas être tout seul sur le marché en tant qu'écrivain? De pas être tout seul, c'est-à-dire? Il y a beaucoup de gens qui veulent éditer leurs romans. Alors, pas à l'époque. Pas à l'époque du tout, la question se posait pas, il y avait une innocence totale sur le truc. On partait, comment dire, vraiment fleur au fusil, c'était pas du tout le sujet en fait. Et en fait, il y avait pas tant de ça, il y avait pas en 96, fin des années 90, comment dire, au sens large, tout ce qu'est la littérature de l'imaginaire en France, elle est quand même assez orientée SF, ou spéculative et surtout à sens. Alors, tu vois, c'est-à-dire, elle est assez politique. Il y a des experts là-dessus. Moi, je suis vraiment pas un expert sur ce sujet, mais c'est quand même la sensation qu'on m'a renvoyée souvent. Et nous, on arrive en fait avec une espèce de volonté de
juste de raconter des histoires. Et la fantasy, c'était encore le sous-genre du sous-genre du sous-genre. L'heroic fantasy en particulier. Ouais. C'était vraiment... on Niche. touchait on était vraiment tout en bas de la hiérarchie. Et donc, mais on y allait parce qu'on était jeunes et qu'il y avait un enthousiasme réel autour de ça, tu vois. Donc on y va et ça se passe bien, donc c'est cool. Mais ouais, c'était vraiment, c'était assez facile en fait à l'époque. Il y avait pas comme aujourd'hui où en fait la fantasy après quand même elle a explosé. Il y en a eu énormément. Aujourd'hui, moi je trouve ça très très dur pour un jeune auteur. Tu m'étonnes. De se pointer en fantasy, quoi. Tu penses que c'est dû à la trilogie du Seigneur des Anneaux? Non. Il y a 20 ans? Non, je crois pas. Cette explosion de la fantasy? Enfin, heureusement que Tolkien était là pour limite poser le cadre d'un genre en soi, tu vois. Mais cette popularité énorme. Bah oui, après avec les films et tout, ils ont propagé évidemment. Mais je trouve qu'il y avait avant même les films, il y a beaucoup de gens qui ont à cœur d'écrire de la fantasy, parce que moi je sais que j'ai grandi avec d'un côté Howard, Conan et Tolkien, tu vois, en fantasy, enfin en heroic fantasy. Et non, j'ai de la merde. Fritz Leiber aussi beaucoup. Fritz Leiber, Wolf avec le bourreau. Donc il y avait quand même, non, il y avait d'autres choses. J'exagère. Et Moorcock évidemment, au sommet, évidemment Moorcock, qui était un peu le maître. Donc il y avait des choses, mais pas tant que ça en fait, je trouve. Tu vois, il y avait une fois que tu avais fait ça. T'as fait le tour. Un petit peu, on va dire. Il y avait d'autres choses. Donc t'avais pas cette sensation d'entrer sur un marché ultra concurrentiel? Non, pas du tout. À l'époque, je t'avoue que pas du tout. Aujourd'hui, par contre, c'est très très différent. On est d'accord. Ouais. Quand t'es parti sur ton premier roman, t'avais déjà une idée d'en faire une trilogie? Auquel cas, pourquoi commencer par une trilogie? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Un premier roman, je te dis, qui sort complètement par hasard. À l'époque, donc, on est chez Multisim suite à l'apparition d'un jeu de rôle. Moi, je rentre en contact avec Multisim. Multisim me dit, on va créer une petite maison d'édition qui s'appelle Mnemos. Confié à Stéphane Marsan. Stéphane Marsan me dit, t'as envie de publier un truc? J'ai dit, ouais. Je cherche des bouquins. Je lui envoie le manuscrit du Souffre-jour. Il me dit, banco. Ça sort. Ça marche. Il me dit, tu veux faire une suite? J'ai dit, ouais. Et voilà. Voilà. On en est là, quoi. Pas super complexe. Non, c'était assez simple. Schéma. Ok, d'accord. Donc Abîme a d'abord été publié chez Mnemos en 96 et 97, puis chez J'ai lu en 2003. Comment ça marche ce principe de sortir le livre d'abord chez un éditeur, puis une réédition chez un autre? Est-ce que tu l'as réfléchi avant? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est juste une occasion qui s'est présentée? Alors là, c'est complètement de l'occasion et c'est juste la vie d'un bouquin. Tu le sors en grand format. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai connu comme modèle, c'était celui-là. Tu le sors d'abord en grand format. Mnemos faisait à cette époque-là assez peu de poches. Enfin, je sais plus, en fait. Non, il est d'abord sorti les petits poches, là, comme tu dis, là, avec la rapière. Ça, c'était du poche. Ensuite, il y avait du grand format. Et si les bouquins marchaient, après, les gros éditeurs, type J'ai lu, te disaient, ben, moi, j'ai envie de le faire. Comme ça, je lui donne plus de marché, enfin d'exposition, tu vois. Et donc, ça s'est fait comme ça, en fait. Parce que, et en fait, en tant qu'auteur, c'est juste, t'es super content parce que c'est de la thune, quoi. Ouais. Tout simplement. Ouais. Enfin, tu vois, t'es plus exposé parce que J'ai lu forcément une force de frappe. Tu vois, qui est supérieure à celle de Mnemos à l'époque, évidemment, qui était une petite maison, mais qui s'amusait à défricher des auteurs de fantasy qui venaient beaucoup du jeu de rôle. Parce qu'on avait la double casquette, on bossait énormément sur du jeu de rôle, toute la journée en fait. Donc c'est ça. Bossé pour Cassius Belli aussi, t'es pas passé par? Non, Cassius c'est juste des collabs éventuellement ici et là, et encore très peu, je crois. Alors j'étais un méga lecteur de Cassius, c'était la Bible quoi. À l'époque c'était la Bible. Et Backstab aussi, non? Backstab un peu aussi. Mais non, ce qui m'a toujours saoulé à l'époque, mais je passe un peu du coq à l'âne, mais ce qui m'a saoulé, en fait, c'était les querelles de chapelle. Qu'est-ce que ça m'a saoulé, ça. Je les comprenais pas, déjà. Et pour moi, le jeu de rôle, on jouait à tout, tu vois. On a pu jouer à Innominé, on a pu jouer mais toute l'opposition, à un moment, sur les jeux de croc, les jeux de multisim, qui font de la branlette intello, entre Néphilim et tout. Ça m'a saoulé. Je disais, mais en fait, les gars, il y a des jeux pour tout. Moi, parfois, j'ai envie de jouer à un truc un peu brainy à la con, à d'autres moments j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire moi je suis de l'école, j'ai grandi avec Donjon,
Donc on a passé des moments mais sublissimes sur Donge, quoi. Enfin, on s'est fait des trucs de ouf, quoi. Et donc ça m'a toujours cassé. Je trouve que ça a toujours cassé l'ambiance pour rien, en fait. Donc, mais je suis passé complètement à côté. Je vois que déjà à l'époque, il y avait des gens qui voulaient allez, vas-y, choisis ton camp. Ouais, mais de quoi, en fait? Mais non, en fait. On a le droit d'aimer tout ou d'y aller. Enfin, je sais pas. Bah, super, quoi. Enfin, Ouais. tu vois. Non, mais ça m'a toujours échappé, quoi. Ouais, écoute, Mais bon, bref. c'est toujours d'actualité, hein, malheureusement. Ouais, sur malheureusement. d'autres Ouais. sujets, mais... Mm. Un jour, à un salon du livre, j'avais rencontré un gars de chez Brajlon. Ça faisait quelques années que t'avais rien sorti. Et au détour de notre conversation, je lui ai demandé « Et Mathieu Gabory, quand est-ce qu'il nous sort son prochain ?» Et le type m'avait dit que t'étais si perfectionniste que tu foutais à la poubelle toutes les ébauches d'histoire que t'arrivais à sortir, donc que c'était pas demain la veille. Qu'en est-il de la véracité de ses propos et est-ce que c'est toujours le cas? Putain, la question de ouf. En fait, je trouve que écrire un livre, c'est quand même, tu pars sur un voyage, quoi. Un voyage qui est dur, et en fait, tu peux avoir en fait, c'est facile d'avoir des idées, je trouve, sincèrement. On en a tous, en fait. Je prends n'importe qui dans la rue, je te jure que si tu sais le faire parler, même s'il n'a pas l'habitude de créer des choses, il aura un truc à dire. Mais forcément. Donc l'imaginaire, c'est en chacun de nous. Ouais. Le seul moment qui change, c'est le moment où tu dis « Ah tiens, si j'en faisais un bouquin ». Alors là, ouais, c'est un autre sujet. Et toute cette démarche-là, elle est perfectionniste, oui, mais surtout, elle te demande de choisir, donc d'être un adulte. Et en fait, je pense que là, il y a un écartèlement majeur entre l'enfant et l'adulte qui cohabite forcément sur tous les gens qui pratiquent l'imaginaire, parce qu'il faut être quand même à l'écoute de l'enfant. En même temps, il faut être un adulte pour bien écrire. Donc, en permanence, tu switches et à un moment, tu pètes les plombs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que écrire un livre, c'est d'abord choisir le moment où tu dis « Ah ouais, bah en fait, je vais raconter cette histoire par le biais de ce personnage, et l'histoire va aller dans ce sens-là. » Donc, c'est un choix de ouf, en fait. C'est le choix du démiurge, mais qui est vertigineux, en fait. Parce que tu dis « Ouais, mais en fait, j'aurais pu le raconter comme ça, ou comme ça. » Ouais, tu fermes la porte à toutes les autres possibilités. Et le jeu de rôle, il te dit « Ah, peut-être pas. » Donc c'est là la magie pour moi. Le jeu de rôle, quand tu écris l'histoire, tu sais qu'elle peut prendre plein de directions différentes. Et t'as pas ça avec le roman. Le roman, il fige. Donc dans le roman, je trouve qu'il y a une espèce de mise à mort. Si on tire un peu le fil, une espèce de mise à mort des potentialités d'une histoire, d'un univers et des personnages. Et ça, c'est pas facile, je trouve. Ce qui est marrant, c'est que d'habitude, on a cette critique par rapport à un film ou une série, parce qu'il nous impose un physique, un personnage, alors qu'on avait pu l'imaginer soi-même sur le roman. Ouais, moi je trouve que c'est pas si vrai que ça, en fait. Enfin si, tout le monde, c'est précisément ce qui fait la magie du roman, c'est-à-dire quand tu le lis, tu te figures des choses, on est d'accord. Et puis, au-delà de ça, même dans le rituel du roman, je trouve que ce qui est vachement important, alors c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, comme on en parlait tout à l'heure, tu crées ta bulle, tu prends du silence, tu dis, bah, je me déconnecte un peu, tu vois. Et moi, de plus en plus, j'ai du mal à trouver le moment pour lire, je m'aperçois. Et donc, ce moment-là, dans tout ce qui crée aussi, en termes de ritualisation aussi, de relations intimes, tu vois la page, tu vas faire l'effort de le lire, tu vas te figurer des choses, comme on dit, et ben ça, c'est quand même une grande œuvre, en fait, en soi, ne serait-ce que de lire maintenant, je trouve, chez chacun d'entre nous, c'est très beau, quoi. Bah, c'est-à-dire que le monde s'est accéléré. Ouais. Et il tend à l'accélération générale. Donc, de réfuter ça, de dire catégoriquement non, je fais pas partie de ce mouvement, en tout cas pour un temps T. Le temps que je lise mon bouquin et que je m'évade. C'est pas facile. Hein. Non, c'est de moins en moins facile, effectivement. C'est en ça que tu disais que tu as de plus en plus de mal à créer ta bulle et. Bah ouais. J'ai toujours. Et c'est ça. Je veux dire, avec d'immenses guillemets, t'as toujours mieux à faire. Oui. Parce que il y a aussi ce syndrome il y a une série qui vient de sortir, il y a je sais pas, un jeu, on a envie de faire un jeu de société. On est trop sur l'instant. Ouais, puis même tu vois les jardiniers, n'importe quoi. Ouais. Mais en fait, créer, et moi je lisais beaucoup dans les transports, fut un temps, énormément. Et aujourd'hui, te poser dans ton pieu ou ailleurs, de dire
je fais rien d'autre que de lire. Mais ça suppose finalement de faire des efforts, hein, de dire je ferme la porte, je mets mon téléphone sur mode avion, je ferme tout, quoi. Et c'est des temps. Je sais que mon père, par exemple, tu vois, il se lève à 4-5 heures du mat, de 5 à 7, il va lire. C'est le moment où là, il y a pas de bruit, il y a personne qui va l'appeler, il n'y a pas d'obligation. Ouais, mais moi, j'y arrive pas. Me lever à 5 heures, je suis pas assez frais pour lire, quoi. Ouais. T'as un créneau de prédilection, un créneau horaire pour écrire? Le matin. Ah, tu vois. Donc t'es pas assez frais pour lire, mais t'es assez frais pour écrire. Non, mais quand je te dis le matin, je te dis pas, c'est pas à 5 heures. Okay. Je te dis, tu vois. Mais je pense que si t'arrives écrire l'après-midi, j'y suis arrivé en coup de bourre. Mais pour moi, plus la journée s'écoule, moins j'ai envie d'écrire. Comme si quand je me réveillais, j'avais fait une purge. Et là, j'étais en aération totale sur l'imaginaire, sur ce que je peux dire. Et aussi endosser le vêtement des personnages, il faut une forme de virginité quand même. Tu vois, je trouve que plus la journée s'écoule, et plus tu as entendu des gens parler, plus tu es en interaction avec des gens, moins l'espace est vierge pour pouvoir endosser le rôle de ton personnage, de ton héros, peu importe, tu vois. Et donc ça, je trouve que c'est presque un phénomène de purification que tu fais chaque matin. L'esprit est frais, hein, ça c'est scientifique, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a un peu de ça quand même. Donc moi, quand j'écris bien, c'est le matin entre, je sais pas, on va dire entre 8 et 12, ça serait la meilleure plage horaire pour écrire. Et après, si t'es dans dans l'effort d'écrire un bouquin, tu relis éventuellement ce que t'as fait la veille, l'après-midi. Je trouve que ça, c'est une des meilleures méthodes pour moi qui ait marché. Parce qu'en plus, ça te rafraîchit, t'as un regard nouveau sur ce que t'as déjà écrit et tout ça. Voilà. Et t'as laissé, tu vois, la nuit s'écouler. Donc, si t'es vraiment dans une discipline, que je n'ai plus, mais si t'as une vraie discipline de travail, c'est celle-là, pour moi, je trouve. Cool. Je suis sur la bonne voie. Ça me donne des bons points, carrément. Cool. Alors, Le Souffre au jour, les chroniques des crépusculaires relatent l'initiation d'un jeune héritier d'une famille noble Agone, fils du baron de Rocheronde, au royaume d'Urgemont. Urgemont. Comme on veut. Comme on veut. À la mort de son père, Agone ne souhaite pas hériter du titre de baron car il s'est voué à l'itinérance, un ordre de professeur qui éduque les paysans. Alors, ma première question... Hop, elle est là. Si mon écran veut bien se rafraîchir. Les noms. On m'a 1000 fois vanté les mérites de la saga de Robin Hobb, l'assassin royal. Sauf qu'en commençant la lecture, j'ai eu la déplaisante surprise de découvrir des noms tels que Monsieur Vérité ou Sire Chevalerie ou le Roi Subtil. Et ça m'a complètement sorti de l'histoire que les noms propres soient des noms communs. Dans ton univers, c'est tout l'inverse. J'ai été happé et fasciné par la puissance évocatrice des noms propres. Perso, quand j'écris, je prends le temps d'y réfléchir longtemps. Un nom, pour moi, ça doit représenter le personnage. Par exemple, un nom abrupt et rugueux pour un guerrier ou fluide et aquatique pour une enchanteresse. Et puis, c'est rien de moins que ce qu'on va rencontrer le plus tout au long de l'histoire. Comment choisis-tu tes noms et quel est leur but et leur portée ? C'est une bonne question et j'ai évolué sur le sujet. C'est-à-dire que, comme tu dis, au début, je trouvais très intéressant d'aller chercher un mot commun et de le déformer sur une émotion majeure par rapport au personnage et de le déformer pour créer un nom propre, tu vois. Donc Amertine pour une fée noire ou je sais pas, il y a eu beaucoup de noms comme ça créés, Hurlant, pour ceux de l'époque. Et en fait, je me suis dit, c'est même pas que je me suis dit, c'est que je trouve qu'avec le temps, j'ai de moins en moins envie de faire ça. Étrangement. Tu sais pourquoi Ouais, je pense que c'est l'énorme coup de massue du less-is-more, en fait, qui est venu, que j'ai pris en pleine tronche à un moment. J'ai commencé à assimiler et à un moment à m'imprégner de ça, au point de vouloir trouver presque des noms plus simples, alors plus évocateurs, mais pas forcément liés à une émotion, tu vois, à un nom commun. Donc des mots... En fait, ce que je trouve important, c'est que le lecteur se souvienne du nom. C'est tout. J'ai lu trop de bouquins dans ma vie, où tout d'un coup, je sais plus qui c'est et tout. Et ça me saoule à un niveau stratosphérique.
Donc je trouve que l'émotion, mais c'est ce que tu dis en substance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un uppercut du non qui tout d'un coup s'inscrit, tu vois, dans ton cortex, quoi. Donc il faut quand même réfléchir au nom. Tu vois, effectivement, appeler un barbare Robert, ça passe pas, quoi. Ça, clairement, ça passera jamais. Et en même temps, je trouve que les noms qui ont aucun sens ou trop longs, tu vois, moi aussi, m'irritent. Et puis il y a comment dire, il y a des réflexes pénibles que tu peux entendre aussi sur toute la queue de comète de Tolkienis, où tu vas sortir des noms d'elfes. Donc il faut que tu aies du L, Sidine Daniel, tout ça. Comme les nains, tu vois, moi aussi j'ai eu le travers d'aller chercher des ir et des bon, bref, mais donc c'est pas grave en soi aussi, là, tu vois, j'essaie de dédramatiser le truc parce qu'en fait je me dis, nous on a besoin de cet inconscient collectif en lecture aussi pour dire, si t'appelles ton elfe Michel, ou pire, si tu l'appelles Garouk, ouais. Chez le lecteur qui va faire wow, enfin tu vois, qui va dire attends, il se passe quoi, il y a un truc qui voilà, il y a un truc qui pas, voilà, il y a une espèce de dissonance et c'est pas bon en fait. Ok. Parlons méthodologie. Comment travailles-tu? As-tu entendu parler de la théorie de Sanderson, de l'architecte et du jardinier? Pas du tout. Tu vois qui c'est, Brandon Sanderson? Ouais. Donc pour lui, il y a deux types de méthodes. Il y a la version Stephen King qui est le jardinier, c'est-à-dire tu commences à écrire ton bouquin, tu as déjà tes personnages en tête et tu les laisses te raconter l'histoire. Okay. Et puis tu as l'architecte qui va planifier le début, le milieu, la fin, et puis après scène par scène, et puis c'est dans ce chapitre-là ce qui va se passer. Voilà. Ok. Non, mais c'est bien résumé en tout cas. Donc moi je suis un jardinier à fond. Ok. Voilà. Avec tout ce qu'on a dit des dangers que ça représente. Ouais. S'égarer, pas savoir où on va. Ouais. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. L'architecte, il sait où il va. En fait, j'ai écrit un gros bouquin qui est jamais paru en m'inspirant notamment de la méthode de Truby, tu vois. Non. Je me suis dit, Truby, c'est en fait, c'est un type qui fait qui a écrit sur le cinéma et sur les séries, un américain, et qui a théorisé toute une série de choses. D'accord. Et la méthode Truby, c'est précisément ce genre de méthode, c'est que tu utilises pour mieux les oublier après, tu vois, mais que tu sédimentes. Ok. Bref, je fais le truc. Je fais un plan de malade. Mais vraiment, quand je dis de malade, j'avais 20 pages de plans, comment ça rebondit, pourquoi, tac, les interactions. Et en fait, moi, je me suis complètement égaré là-dedans. Je me suis perdu, en fait. Et en fait, une fois que j'avais fait le plan, je me suis dit, c'est bon, alors. C'est déjà écrit, ouais. Voilà. En fait, le reste, ça va être chiant, en fait. Donc, je pense que les jardiniers, à mon avis, ils ont envie de se laisser surprendre, même si ça fait marrer des gens. Et c'est vrai, pourtant. Si tu es dans une scène et que tu laisses... mais enfin, ça, c'est vraiment une approche très, très radicale que je pense être la bonne, mais que chacun doit trouver. Hein. Moi, j'ai besoin à un moment que le perso m'habite et me écrive à ma place, quoi. Donc, il y a un petit côté de possession. Hein. Tu te laisses posséder par le personnage. Et ça marche. Hein. Pour moi, ça marche, quoi. Donc, avec toutes les réserves qu'on peut y mettre, hein, tu restes maître à bord, mais... Alors après, c'est aussi... tu te dis, peut-être que ça peut faire paniquer les gens en te disant, ouais, mais si t'as aucune structure en tête, tu vas partir, tu risques de partir n'importe où, mais t'as aussi le cover du premier jet, en fait. Ouais, le ressenti, parce que t'es sincère dans la démarche, t'as pas... En fait, par rapport au personnage, tu te places dans une position de sincérité du personnage lui-même et de toi vis-à-vis de la scène. Tu arrives dans cette scène, tu sais pas où tu vas, et en fait, les mots vont structurer finalement une espèce de chemin bizarre, mais qui te surprend. Donc déjà, ça t'amuse en tant qu'auteur, donc tu te fais moins chier quand même, hein. Faut être clair. Et le problème qu'on a avec ça, c'est que si t'as pas le talent, les Américains sont tellement bons là-dessus, enfin les Anglo-Saxons, pardon. Si tu veux, pour que l'histoire non plus, comme tu dis, ne s'égare pas et ne se perde pas dans quelque chose où à un moment tu réponds plus à rien en fait. Tu t'avances un peu, tu vois, un peu à l'aveugle. Ouais. Donc c'est marrant parce que pour peu que tu aies un univers un peu sympa et tout. Ouais.
Tu laisses parler de t'avances. ton univers, mais voilà. Mais au final, Où est-ce que ça surtout, ne jamais croire qu'un univers se suffit à lui-même, quoi. En fait, la règle, c'est ça, en fait. Tout le monde s'en fout des univers. C'est ça le problème. C'est bien de le rappeler. Ouais. Ouais, mais moi je l'ai compris, j'ai mis 30 ans je pense à le comprendre, qu'en fait, tu peux faire des super univers, hein, et j'en étais super fier de mes univers. Mais en fait, on s'en fout, mec. En fait, ton univers, il est mort, en fait. Voilà, il est froid. En fait, c'est le chaud-froid, en fait. C'est que un univers, c'est froid en soi, et c'est intéressant à compter du moment où il y a un média qui vient s'en emparer, tu vois. Peu importe ce qu'il est, hein. Et c'est d'autant plus vrai dans le roman. Si t'as pas des personnages pour faire vivre un univers, c'est juste une espèce de toile de fond, mais chiante, quoi. Enfin, j'avais la même image de la peinture aussi. Ouais, mais c'est ça, en fait. Oui, mais tu vas me dire, une peinture peut suffire en soi. Mais non, en fait. En tant que, il y a pas de média ou d'approche où tu te dirais, je vais lire un univers. Alors, il y a des rôlistes aujourd'hui qui achètent des jeux de rôle sans les jouer, qui les lisent pour le plaisir, hein. Mais c'est une vraie démarche, c'est assez niche quand même comme démarche, je trouve. Tu vois, moi je le fais, hein. Mais c'est pas. Tu le lis toujours dans l'espoir de. Même les chaînes YouTube sur l'histoire, par exemple, ils te racontent l'histoire, mais au travers de personnages, de Alexandre le Grand. Ah bah c'est différent. Encore une fois, tu vois, t'as le prisme, t'as un personnage. Après l'histoire, c'est différent quand même. Ah, pour moi, c'est différent. C'est différent. Le fait que c'est ah non, tu vois, je le mettrais pas sur le même plan. Okay. Mais peut-être que je me trompe, hein, parce que en fait, je me suis jamais dit, est-ce que c'est vraiment différent pour peu que tu l'aies pas vécu. Tu veux dire, l'histoire est connue de tous, et c'est pour ça que. Bah peut-être, ou en tout cas, elle est suffisamment ancrée à travers toute une série de preuves scientifiques, archéologiques, tout ce que tu veux. Ouais. Mais tu veux, c'est vrai, quoi. Un univers imaginaire, il n'y a aucun moyen à un moment que tu puisses témoigner du fait que des gens ont vécu dedans et il y a des traces quelque part, quoi. Donc tout est inventé, tu le sais, ce postulat, il est là quand même. Donc ton univers, il reste froid. Moi, c'est ça, mon obsession, elle est là. Hein. Et tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça ? Le fait d'avoir conscience que rien n'est réel et que ça n'a pas été vraiment vécu par des vrais gens. En fait, on ne fait que ça toute la journée en tant qu'artisan de l'imaginaire, c'est de faire en sorte que ce qui n'existe pas sonne comme vrai. Ouais. C'est ce qu'on fait tout le temps. Et moi, je suis de ceux qui adorent l'approche naturaliste sur les univers. Et pour moi, un univers existe à compter du moment où les gens y croient. C'est tout, hein. Rien de plus. Et c'est pour ça que je suis adepte de moi, j'appelle ça comment on pourrait dire, la théorie du petit déjeuner, en fait. C'est-à-dire que je crois que si tu arrives à décrire la journée d'un gars, d'un gus lambda, dans ton univers, pas forcément lambda d'ailleurs, mais n'importe quel gus, et que tu écris, le mec se lève, et qu'est-ce qu'il fait à la seconde où il se lève ? Il fait quoi ? Quand il se lève, il fait quoi ? Il attrape quelque chose, il se dirige, il va manger un truc, mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'il regarde par la fenêtre ? Et après, c'est quoi son état d'esprit pour dire je vais taffer, mais je vais taffer où ? Je vais taffer sur quoi ? Et pourquoi je taffe, tu vois ? Et si tu te mets dans la peau de ce personnage, et vraiment de son existence au plus près de ce qu'il y a d'ordinaire, et ben l'extraordinaire, pour moi, c'est là qu'il s'ancre, en fait. Dans cette espèce d'ordinaire fantasmé, mais qui est vrai, en fait, qui sonne vrai, qui est authentique, qui est sincère, tu vois. Et je trouve que décrire la journée de quelqu'un sur des détails aussi... mais tu vois, tu fais un truc cyber, tu te dis, le mec... c'est tellement évident, en plus, il prend le métro, mais alors le métro, ça ressemble à quoi dans cet univers, tu vois ? Et c'est des questions qu'on se pose tous, à tout moment, en tant que rôliste, en tant qu'auteur. Tu vois, l'environnement... hein. Mais et je trouve que c'est... Si j'avais le temps, à un moment, je faisais ça. Je prenais chaque perso, je lui fais une journée. Je décris sa journée jusqu'au moment où il va se coucher, quoi. Pour toi, voilà, à côté. Okay. À côté. Mais si tu le fais en écriture automatique ou quasi automatique, c'est super intéressant parce que tu n'abordes pas seulement, tu joues pas la caméra, tu joues aussi ce qu'il ressent, le mec, quoi. Ton personnage. Tu sens cette femme, elle se lève, et qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle va là. Enfin, tu vois, tout l'état d'esprit, en fait, le moment où tu te lèves. Et je trouve que c'est un bon exercice. Je me rappelle du making-of du Seigneur des Anneaux, où l'un des premiers jours de tournage, t'as Peter Jackson qui parle à toute son équipe, et qui dit, alors, bonjour à tous, ici donc c'est pas la Nouvelle-Zélande,
c'est la Terre du Milieu. Et ce qu'on va montrer, c'est réellement passé. Voilà, donc c'est vraiment... D'accord, il veut jouer l'ancrage. Exactement, ce que tu racontes en fait. Ouais, je comprends. Il a raison. Par contre, on commence quand on écrit un roman. Qu'est-ce que tu construis en premier, toi? Les persos, l'univers, l'histoire? L'univers. L'univers, tu commences toujours par l'univers. Donc d'abord, tu zoomes large et puis tu zoomes en fait, tu zoomes comme on dit. C'est même pas ça. C'est-à-dire que pour moi, d'abord, s'il y a un univers qui justifie dans son existence, ça devient un vrai terrain de jeu. Ça veut dire, ok, ici, enfin, terrain de jeu, tout est terrain de jeu, mais je veux dire, c'est qu'il est légitime. Voilà. Je trouve que l'espace créé, là, est légitime. Ok, on avance. Et à partir de ce moment-là, une fois que moi, que j'ai un univers, je vais m'intéresser à les histoires que je peux raconter dedans. Ce qui, fondamentalement, n'est pas super pertinent en termes de roman. Un roman, c'est d'abord une intention à travers un personnage de raconter quelque chose sur soi, sa vie, enfin sur soi non, mais c'est forcément toi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est tu veux raconter. En fait, moi, je suis jamais parti avec des intentions de prouver quelque chose, tu vois. Okay. On dit toujours que l'imaginaire est politique. Je suis assez d'accord avec ça. De toute façon, tu transmets évidemment tout ce que tu es d'un point de vue politique, mais moi, j'ai jamais eu cette démarche de dire je vais essayer de dénoncer quelque chose, tu vois. Pour délivrer un message. Délivrer un message, etc. Ça, ce qui en France est assez quand même atypique. Non, pas atypique, mais je veux dire, en France, c'est pas très bien vu. Il faut quand même que la littérature ait un message, faut qu'elle prouve quelque chose et tout ça. Ouais, non, parce que tu vois, le récit à l'anglo-saxonne, avec cette simplicité que tu peux avoir vis-à-vis de l'histoire, en France, on a quand même un petit syndrome de l'intello. Ça me fatigue un petit peu, pour être honnête, parce que t'as envie les mondes de l'imaginaire, c'est pour t'évader, en fait. Donc si ça te ramène au concret, au réel... Tu le dis autrement, ou alors tu le dis autrement. Je veux dire, tu vois... tout ce que tu sais de la vie ou ton éthique personnelle, elle transpire à travers même un bouquin imaginaire, évidemment. Et je trouve que en France, c'est toujours pareil, c'est que un éditeur va te demander quel est ton message derrière. Pas en littérature d'imaginaire, heureusement. Mais en tout cas, le public peut te renvoyer ça dans la gueule, ou une certaine partie du public, ou en tout cas une espèce de condescendance vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, j'ai 53 balais, je m'en bas les reins. C'est bien. C'est cool. Parce que... Mais fut un temps, je trouvais ça un peu vachement difficile à assumer en se disant, donc quand je fais de la sous-littérature, tu vois, mauvais gens, ils sont là, le mot est parfait, quoi. Tu vois, non, en fait, ça, voilà, une fois que t'es parti, une fois que t'assumes le truc, on raconte ce qu'on veut, et encore une fois, si on a envie de s'évader de la réalité, c'est pas pour... Donc je trouve ça... bizarre. C'est très réducteur. C'est très réducteur. Ouais. Donc tu pars de l'univers et après tu fais... Ok. Donc en fait, t'as raison pour écrire un bouquin, c'est j'ai un univers qui me séduit. Et pire que ça, c'est même pas un univers, c'est une idée de la magie, pour moi. Ah, ok. Ok, ça part de la magie. Ouais, ça part en fait de la... La forme de la magie que tu Oui, la magie au sens large. Tu vois, ça peut être un roman contemporain où il y a un décalage. C'est quoi ce décalage, tu vois? Mais c'est vraiment qu'est-ce qui différencie cet univers du réel, en fait. C'est tout simple, en fait. Tu vois, c'est plus ça, en fait. Donc, à compter du moment où moi, je peux me projeter dans cet univers et me dire, et tu vois, c'est là que le jeu de rôle revient par la bande, c'est de dire, mais je pourrais jouer dedans. Il y aurait suffisamment de trucs à dire. Je pourrais inviter des gens à jouer dedans. Et c'est probablement ça, en fait. Et à compter de ce moment-là, ça peut devenir un terrain de jeu et on y va, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu écris une suite où l'univers est déjà existant? Qu'est-ce qui te fait dire, allez, j'ai envie d'écrire la suite? Parfois, il y a, comment dire, un goût d'inachevé ou... Oui, alors soit l'histoire est trop épaisse, trop grande pour être racontée de manière, tu vois, sur un roman. Après, tout ça, c'est quand même assez éditorial dans la démarche. Moi, je sais que parfois, j'ai écrit des romans parce que je suis pas quelqu'un qui arrive à pisser de la ligne.
Ok. Tu vois, je suis pas un auteur qui sait écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'as la méthode de Stephen King, mais t'as pas non plus le rendement de Ouais, Stephen mais tu King. vois, Stephen King, je le vois, il est tout en haut, mais Il a un c'est rendement. un cosmos qui nous sépare, Ouais, quoi, en ouais. termes de Tout le d'écriture. monde. Et ces mecs-là, ils ont une discipline de vie, ils écrivent, il le disait lui-même, hein, dans l'écriture, il le dit, je bosse 363 jours par an, quasiment, quoi. Pouah. Sauf le jour de Noël, je crois, et le jour de l'an, enfin, tu vois, Ouais. où, globalement, tous les jours, il écrit, même si c'est pas bon, et tout ça. Mais bon, lui, c'est un génie, c'est différent. Mais, euh, je sais plus, c'était quoi la question, excuse-moi? La suite, qu'est-ce Ouais, qui te fait non, c'est revenir? ça, ouais. Sur la suite, souvent, c'était des contraintes éditoriales, ou le fait que moi, j'avais écrit cette histoire dans un souffle, j'avais plus assez de souffle pour écrire la suite tout de suite. L'éditeur disait, ouais, mais ça, c'est comme ça, c'est bien. On le garde et on va Ok. faire la suite après, tu vois, tu découpes, des choses comme ça, tu T'as vois. jamais écrit d'histoire, de trilogie, par exemple, avec en n'ayant pas toute l'idée finale quand t'es parti? Si, bah si, les premiers, c'était que ça, hein. Ok. Souffre au jour, c'était pas censé avoir une suite, en fait. Ok. Donc l'univers était a priori suffisamment, on va dire, foisonnant Ouais. ou baroque pour qu'on puisse écrire d'autres choses dedans, tu vois. Mais fondamentalement, Et ça, c'est l'éditeur qui t'a invité à écrire la suite. ouais. Et Ok. puis moi je me suis dit ouais, c'est cool. Enfin, j'avais Ouais. envie aussi. Ok. Heureusement, il n'y a pas que l'éditeur parce que Ouais. ça peut être compliqué, quoi. Quelle est ta priorité numéro 1 quand tu écris? C'est assez vaste, hein, quand même, Ouais. comme question. Ouais. Priorité numéro 1, c'est que l'histoire avance, en fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est plutôt d'écrire. En fait, pour moi, la priorité, c'est d'arriver à écrire. Ah, tout simplement. Tout simplement. Mais non, mais c'est fondamental, en fait. Quoi que t'écrives, il faut que j'écrive. Il faut écrire. Parce que cette discipline va amener quelque chose? Et voilà. Et en fait, plus t'écris, mieux t'écris. Et plus t'écris, plus t'as envie d'écrire. Et en fait, si tu n'écris pas, tu perds l'énergie, Tu quoi. régresses. Tu perds le mojo, tu perds tout, quoi, en fait. Ouais. Et ça, c'est très compliqué. Et je le fais plus, hein, malheureusement. C'est aussi pour ça que j'écris plus, ou quasiment, ou dans d'autres choses. Mais je trouve que si tu pars sur un roman, faut écrire tous les jours, quoi. Tous les jours que Dieu fait, quoi. Et ça, c'est hyper dur, en fait. Parce qu'il y a vraiment des jours où t'as pas envie d'écrire, où il y a rien qui vient, parce que t'as des problèmes, parce que tu fais partie du monde, et donc voilà, hein, on va pas en faire l'histoire là-dessus, mais je trouve qu'à ce moment-là, quand tu sais, même si t'as pas envie d'écrire, tu le fais. Parce que, ne serait-ce que faire cet effort-là, te projette dans quelque chose, et puis, en fait, faut bien se souvenir que même si t'écris de la merde, c'est pas de la merde en soi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est ce que Stephen King parle du fossile, tu sais, il dit à un moment. Du fossile? Du fossile. Ouais. Tu vas chercher l'idée première à tout ça. Mais en fait, quand t'écris mal, ou Ouais. t'écris ce qu'il faut pas, et ben t'es en train de chercher. Ah ouais, ok. Tu vois, t'es Y a rien avec qu'à ta acheter pioche, pour lui. Ouais, figure ouais. du nain, hein. T'es avec ta pioche, tu cherches ton filon, Ouais. tac, 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 tu frappes, mais au moins t'as frappé. T'es pas resté assis au fond de la grotte en attendant que ça se passe, quoi. T'as pris le piolet et t'y allais, quoi. Et donc ça, je pense que c'est fondamental pour pouvoir écrire des bouquins et aller jusqu'au bout, quoi. Donc ton premier conseil à un jeune auteur, la rigueur. Écrire. La rigueur. Alors la rigueur, je sais pas, il y a plein de gens que j'admire, quoi, qui écrivent bourrés, sous acide, le soir, la nuit. Tu vois, il y a pas de méthode, en fait. Mais au moins tous les jours. Mais je pense que écrire beaucoup, c'est quand même la clé, quoi. Ok. Ouais, je pense, sincèrement. Ok. Ouais. Quand faut-il s'amuser sur la forme et quand faut-il aller droit au but? Qu'est-ce que tu mets derrière droit au but, en fait? Quand est-ce que tu peux t'éclater en tournure stylistique? Et quand est-ce que, au contraire, non, là, faut que cette scène, t'as pas le temps. À ce moment-là, il y a une urgence. Il y a pas, ça n'existe pas, ça, je pense. Ok. Il y a pas ce distinguo là-dessus, ça n'existe pas. Je crois que en fait, t'écris. Après, tu peux revenir quand tu reviens, que tu corriges. Tu peux dire ouais, là j'ai été empoulé. Là j'ai mis 3 adverbes, ça n'a aucun sens. Donc tu reviens sur des phrases et tout ça, ouais, ça clairement. Mais de toute façon, tu vas progresser tous les jours dans ta vie. Tous les jours, tu vas être un peu meilleur en fait dans l'écriture si tu la pratiques.
tu vas comprendre à un moment que les adverbes, ça sert à rien. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses à T'es pas le comprendre. premier à le dire. Bah ouais, Mais ouais, c'est non, compliqué de mais s'en séparer au début. c'est hyper dur. Ouais. Et Dieu sait que j'ai versé je me suis vautré dans l'adverbe. Mais vraiment, quoi. Tu vois, mais bien sûr, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. On arrive au lessisme, hein, mais ça, enfin, tu apprends toute ta vie là-dessus. Mais, ouais, en fait, moi, je trouve que le style, c'est pas, tu vois, si, il y a un exercice que j'ai fait, sur un des derniers romans que j'ai écrit, là, dans Abîme, c'était de prendre de la poésie le matin. Je prends un bouquin de poésie, je lis quelques poèmes, et je cherche des mots qui tout d'un coup résonnent. Je suis à l'écoute un peu de ce que je suis à ce moment-là. Il y a des mots comme ça qui me tapent dans l'œil. Je sais pas trop pourquoi, parce que à ce moment-là, ça t'inspire. Tu les notes et tu t'obliges, entre guillemets, à les réutiliser dans ce que tu écris dans la journée. Ça marche du feu de Dieu. Parce que ça crée une contrainte, tout d'un coup, et qui est super intéressante, je trouve. Parce que c'est comme si tu avais fait un petit geste de semeur, tu vois, t'envoyais les mots et toi, t'arrives derrière et je trouve que l'exercice est passionnant. Enfin, je le conseille parce que marrant. C'est vachement intéressant à faire. Vachement. Eh ben, écoute, faudra qu'on essaye. Alors, justement, tu parlais de less is more. Ça peut paraître curieux, mais mon plus grand défi quand j'écris, c'est de faire simple. On a tôt fait de s'égarer en circonvolution stylistique. Alors, comment fait-on simple? Comment fait-on simple? Écrire à la, je sais pas, Howard, même George Martin, quelque part, il écrit simple. Ouais. En anglais. Parce que la traduction est plus... c'est ça toujours le problème. Hein. On est bien d'accord. C'est vrai qu'on n'est pas aidé par la langue française, qui est sublime, mais qui a aussi... tu crois qu'elle nous handicape un peu, je pense. Ouais, je trouve. C'est personnel. Hein. Il y en a d'autres qui pensent tout à fait le contraire. Mais tu vois, ça renvoie aussi au fait de se dire à quel point je veux servir le récit, à quel point je veux me regarder écrire, à quel point je veux faire des jolies phrases. Tu vois, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose si tu arrives à faire preuve un peu d'humilité à un moment pour raconter ce que tu veux. Et je pense que ce qui reste vrai au final, c'est la poésie de la phrase, en fait. C'est-à-dire des mots qui ne sont pas tout à fait adaptés à l'instant, mais qui finalement créent un décalage et t'emmènent. J'ai pas d'exemple en fait à donner. Alors ça paraît très abstrait ce que je dis, mais en fait, je pense que si tu arrives à écrire comme un poète, et on a tous en tête des poésies très structurées, tout ça, mais c'est pas du tout ça que je cherche. C'est un mot qui est un peu décalé, quoi. Donc et en fait c'est. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas contradictoire avec la simplicité. Au contraire, parfois ce mot-là est tellement simple qu'il va générer toute une série d'images et surtout t'éclairer sur ce que vit le perso ou l'histoire, tu vois. Ça c'est le plus dur. Et après, ça rejoint. Écrire simple, c'est aussi faire de l'ellipse, mais à chaque seconde, en fait. Te dire qu'est-ce qui est important dans cette scène, qu'est-ce qui est important de dire à ce moment-là. Tout le reste, je m'en fous. Donc, certains, ça va être de se dire, j'ai une caméra sur l'épaule, qu'est-ce qui est important de montrer. D'autres, ça va être d'avoir une espèce de méthodologie. Je décris la pièce quand même parce que il y a toute une série quand même d'artifices indispensables quand tu veux écrire une histoire, en fait, quand tu veux raconter une histoire, et en particulier dans l'imaginaire où parfois t'as pas des référents, tu vois, logiques. Donc t'es dans un vaisseau, si tu veux donner une ambiance, admettons tu fais de la SF, tu vas être dans un vaisseau et que tu veux que ce soit un peu parlant, tu vas peut-être à un moment être très scientifique, mais à dessein, en sachant qu'il y a 1% de la population qui va te comprendre, mais toi en tant que lecteur, tu dis ah oui, c'est de quoi il parle en fait, et puis ça donne c'est une petite musique, tu vois, une idée de complexité, donc de technologie, donc voilà, et donc ça te rassure, et donc tu acceptes le contrat tacite avec l'auteur qui est de dire moi je connais ce que je te dis, c'est vrai, c'est ancré, donc c'est vrai, tu vois, d'un point de vue strictement scientifique ou en termes de projection, et donc tu dis ok, ça me va. Donc je trouve que la magie aussi des mots, c'est celle-là, c'est-à-dire de savoir générer
tu vois, une espèce de trace naturaliste, là encore, hein, d'être au plus près de tes personnages, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, en disant, bah ouais, moi j'étais là en fait. Donc je peux te raconter ce qui s'est passé et je peux te dire, en plus je suis dans tous les personnages, ça tombe bien, donc je peux te dire, lui, il est quand même, tu vois, il ressent ça et tout ça. Donc, enfin, tu vois, il n'y a pas de... C'est difficile hein, de dire écrire simple, c'est quoi, tu vois, mais... J'ai toujours peur que il entra dans la pièce, la traversa et passa par la cuisine et sortit par le perron, que j'ai pas de plaisir à l'écrire. Juste, je décris un déplacement. Donc là, tu parles de l'ellipse, c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça a du sens, peut-être? Peut-être pas. Ce qui t'intéresse, c'est qu'il a traversé, par exemple, la pièce, sans regarder Jean-Bile et Esmeralda, parce qu'il voulait surtout pas les regarder à ce moment-là. Donc c'est important, parce qu'en fait, il a fui leur regard, parce que je sais pas pourquoi, hein. Et il a traversé cette pièce qui devait absolument rejoindre le salon où l'attendait quelqu'un. Donc là, oui, ce mouvement avait une importance. C'est tout. Et à des moments aussi, le lecteur a besoin de se reposer. Moi, je trouve que le maître, c'est le polar, c'est Michael Connelly là-dessus. Ouais. Ce mec, il a un style plus épuré. Je sais pas, en fait, c'est pas possible en fait de faire plus épuré que lui. Tu appelles le repos du lecteur et repos du lecteur, c'est le moment où toi, en tant que lecteur, par exemple, tu as balancé une scène intense, tu vois, il y a une intensité, tu vois, c'est ce circuit-là, le fameux circuit, machin. Moi, ça m'intéresse pas trop de faire ça, mais je sais qu'il y en a qui le font très bien. Mais mettons après une scène d'action Ouais, c'est même pas une scène d'action ou c'est peut-être des concepts, tu vois, un peu difficiles, une scène panoramique et tout ça. Bah, il y a un moment où t'as juste envie que le mec, il s'assoie et qu'il sirote un café, en fait. En tant que lecteur, tu dis, ok, ça je vois, c'est bien dans ma tête, c'est clair, c'est net, c'est précis. Un personnage, je sais pas moi, un type qui vient de manipuler le feu, tu sais, pour, je sais pas, faire renaître un phénix, je pense un peu, tu vois, le féal, machin. Enfin, les féaux pour mon père, ça. Tu fais renaître un féal, tu vois, un espèce de phénix de feu et tout, et derrière, le mec, il est épuisé et tout, il va s'éponger le front, il va, je sais pas, il va attraper un verre d'eau ou se pencher à la fontaine pour boire de l'eau. Bah, tout ça, c'est des détails, encore une fois, naturalistes, qui, toi, en tant que lecteur, te reposent. Parce que autrement, ton cerveau, il est en surchauffe, à un moment, il disjoncte, quoi, et c'est le shutdown, en fait. C'est l'erreur que font plein de débutants aussi sur des romans d'imaginaire où ils te balancent 40 000 mots non propres sur la planète Glux. Les Vugludes avaient l'habitude de danser le clout. Et ben, tu dis, ouais, mec, ben non, bah, pas du tout, quoi. Enfin, tu vois. Alors que si t'as dit, sur cette planète saturée de gaz, des êtres, je sais pas moi, spectraux, avaient l'habitude de renouer dans les vents et d'entamer une sorte de danse rituelle. Ok, là j'ai des mots je me raccroche, tu vois, je vois à peu près. Il faut toujours pouvoir se raccrocher au wagon avec des mots, des concepts ouais, connus. c'est ça. Et tu vois, on en a parlé, mais franchement, je trouve que le laissisement, pour moi, tu disais la simplicité, c'est quand même passer par l'ellipse, quoi. C'est-à-dire se concentrer sur l'essentiel. Et qu'est-ce qui est intéressant, et l'écriture automatique, faut pas du tout l'oublier quand même. C'est quoi l'écriture automatique? L'écriture automatique, c'est tu réfléchis le moins possible à ce que tu es en train d'écrire et tu essayes d'y aller à l'instinct. Ok. Je suis très partisan de l'instinct sur ce qui s'écrit en imaginaire. J'ai tellement peur de m'égarer dans... Eh ben, égare-toi en fait, c'est bien. Parce que tu vas probablement faire jaillir d'autres choses et ça va être plus intéressant, ça va être plus passionnant. Et si tu t'égares, est-ce que c'est vraiment... si tu réponds à ce que tu as semé, parce que c'est le moment où il faut trouver le juste équilibre entre un scénario et... Enfin, tu vois, l'architecte et le jardinier, tu vois. Moi, je suis plutôt partisan de regarder les trucs poussés, alors que d'autres vont essayer de bien le couper et tout ça, tu vois. Et je trouve que... Moi, tout ce que j'ai pu faire de sympa, c'est parti comme ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu te mets devant ta copie, t'écris, et surtout, tu ne sais pas où tu vas. Et là, il y a plein de trucs qui viennent, et c'est naturel, et c'est sincère, parce qu'en fait, t'es au bord du précipice, full time. Tu vois, tu sais pas où tu vas, en fait. Donc, t'es en danger, et donc c'est bien, parce qu'en fait, tu éprouves ton personnage, lui aussi, sait pas où il va. Donc, moi, j'ai fait l'erreur, en plus, gamin, j'ai écrit
jeune, Agon, c'est un personnage, mais j'ai envie de le baffer, quoi. Tu vois, c'est le personnage, il sait pas où il va, il sait pas qui il est, il se fait manipuler par tout le monde. T'as envie de le frapper, le gars, quoi. Bah, c'est le danger aussi de pas savoir où tu vas. Ouais, mais ça, finalement, avec l'âge, tu peux corriger ça. En fait, tu décales ça complètement. T'es plus du tout là-dedans. T'es plus dans le gars qui sait pas où il va. T'es dans quelqu'un qui, au contraire, par exemple, a un caractère très marqué et part au quart de tour. Je sais pas, t'as un type qui a une espèce de qui est colérique, tu vois. Bon, si tu le joues, tu vois. Là où quelqu'un aurait répondu normalement, lui, tout d'un coup, il s'enflamme, et ben ta scène, elle prend une direction très différente. Et peut-être qu'il va se bastonner. Les flics vont débarquer, ou, tu vois, la milice locale. Et le prévôt va l'enfermer dans une cellule. Et voilà, bah, déjà... Donc, en soi, je trouve que les péripéties... Ce qui est important, je trouve, quand même, c'est... Au-delà de ça, parce que les péripéties, c'est pas très compliqué, quand même, en soi. Enfin, tu vois, si tu suis... suite logique, en fait. Ouais, la suite logique. En plus, si t'es en écriture instantanée ou instinctive, ou on peut l'appeler comme on veut, c'est ça. Avec nos XP, tu vois, on est dans la pop culture en permanence. On sait quand même à peu près ce qui va. On peut faire des choses mais la richesse aussi de ces péripéties, elle va se nourrir de l'univers que t'as en tête aussi, quand même. Parce que si tu racontes là ce que je viens de te dire, la milice, le prévôt, le bailli, tout ce que tu veux, dans un médiéval, bon, après il y a le talent de l'auteur qui va faire que c'est intéressant et c'est fun et c'est enlevé, tu vois, il y a une espèce d'écriture un peu chiante à la Ken Follett, tu vois, que j'adore, hein. Les pieds de la terre, ça m'a marqué. Mais là, j'en ai relu les derniers, je trouve ça très convenu, quoi, très 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 convenu dans l'approche, quoi. Enfin, ça me tombe des mains, mais bon, le mec, voilà, il a quand même un supra-level. Et donc, faut quand même, si ton univers tu l'as en tête, c'est là que tu crées les petits décalages, c'est là que tu crées quelque chose de singulier qui fait que personne d'autre aurait écrit ce roman à part toi, quoi. Ce que t'appelais la magie. Ouais. Okay. Ah, je crois. Quand t'es lancé sur un roman, combien de pages écris-tu par jour ? Je fonctionne par signe. Ok. Je sais que quand on écrivait comme des furieux, là, à un moment, on était limite en mode vénère, on pouvait faire entre 20 et 40 000 signes. En fait, je trouve que t'écris... Moi, 10 000 signes, par exemple, c'est une bonne mesure. 10 000 signes, c'est quoi ? C'est 3 pages Word, à peu près, de mémoire. 3 pages Word, moi, ça me suffit pour dire... Mais tu vois, tu fais un poche, ça peut être... alors, je te parle pas des romans fleuves à l'américaine qui font 1 million de signes, mais quand tu fais des romans qui font entre 300 et 500 000 signes, par exemple, parce que la moyenne, si tu arrives à écrire... Alors, c'est pas des pages définitives, hein, on est d'accord. Et puis, derrière, il y a toute la réflexion sur le plan. C'est le premier jet. Ouais. Ça peut aller vite, hein. Si t'es chaud, tu fais 10 000 signes jour, en un mois, t'as écrit 300 000 signes. Hein. Il y a un peu de boulot derrière. Puis en amont, il faut déjà construire ton univers. On est d'accord, mais bien sûr. Mais voilà, c'est tout ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Est-ce que tu as une astuce pour combattre le blocage ou le syndrome de la page blanche ? Tu disais, même quand t'as pas envie, tu le fais quand même. Ouais, alors c'est ça. C'est ça. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens alors surtout, non, en fait, tu vois, écrire ou noter des choses sur ton univers, il faut décaler, en fait. C'est comme un gamin, tu sais, qui tout d'un coup pleure et s'enferme dans un schéma. Tu fais diversion. Là, il faut faire diversion. C'est tout. Tu fais diversion, soit tu pars sur l'univers parce que tu avais d'autres choses à développer, soit au contraire, je sais pas, tu nourris aussi ce que tu es en train d'écrire. Forcément, il y a des bouquins qui parlent de ça, où il y a, tu vois, donc tu lis, et puis parfois aller marcher, enfin, tout est possible, mais faire diversion. Parce qu'à un moment, oui, quand je te dis il faut écrire, oui, mais il faut pas passer 8 heures devant, parce que ça, alors là, il y a un moment où tu te fais du mal, quoi, enfin, vraiment, quoi. Donc, et en fait, je trouve que ce qui dédramatise beaucoup, c'est, tu vois, quand je te dis, là, faire, par exemple, décrire la journée du gars, ou se mettre dans la peau du gars, être en écriture full instinctive. Je suis dans sa tête. Je suis le prévôt. Tu vois, je ferme les yeux, je mets devant ton stylo, ta bécane, tu dis, je suis le prévôt de cette petite ville de province, dans un univers médiéval fantastique. Bon, c'est quoi mon boulot, en fait ? Ce matin, je me suis levé, j'étais vénère, je sais que j'ai 10 prisonniers à traiter, en plus, il faut que je rencontre le bourgmestre, il me met la pression. Et tu vois, et en fait,
ça s'enchaîne, et puis tu peux faire des pages et des pages comme ça. Et en fait, t'es libéré, parce que tu sais que c'est pas l'écrit, ça part pas sur ton roman, mais ça va nourrir ton roman. Et ça, franchement, ça peut pas échouer, en fait. Donc c'est de la diversion utile. C'est la diversion utile. C'est très juste. Ok. Hormis le premier jet, combien de versions de tes histoires tu fais en général avant parution? Version, pas tant de versions que ça, en fait. T'aimes bien rester le plus près possible de la fraîcheur du premier jet. Ouais. C'est ça. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Enfin, tu vois. Bah non, parce que parfois, le scénario, il a ni queue ni tête. Et à d'autres moments, tu gardes la fraîcheur, comme tu dis. C'est exactement le mot, quoi. Donc, moi, je pense que pour peu que tu aies des trucs à dire, pour peu que tu sois un auteur qui a vraiment ça dans le... Enfin, ce que tu es en train de créer doit exister. Ce que je veux dire, c'est que tu vas pas faire la V 10.2, quoi. Surtout pas, parce qu'autrement, tu t'épuises, en fait. Tu le sors jamais. Tu sors jamais. Et c'est ce que j'ai fait comme un con, là, quand je réécrivais ces trucs, alors que j'aurais dû accepter que c'était mal écrit parce que je débutais. Et que par chance, j'ai rencontré un éditeur qui, à ce moment-là, apprenait aussi son métier. Il me l'a dit lui-même, tu vois. On se l'est dit après. Il m'a dit, j'aurais reçu Souffre-jour avec l'XP que j'ai accumulé en 20 ans d'édition. J'aurais rigolé, j'aurais dit, écoute, prends un an pour bosser dessus et après on en reparle, quoi. Tu vois? Alors que c'est sorti quasiment comme ça, et parce que, bon, voilà, il y avait cette fraîcheur, cette innocence. Donc, apprendre à écrire, c'est tout le temps, je t'ai dit, hein. Donc, faut pas... Donc, tout ça pour revenir sur la page blanche, en tout cas, la diversion utile, ça, c'est la clé. Ouais. Et pas réécrire 40 versions, jamais. Never. Ok. Never. Revenir sur une version ou deux, mais même pas, en fait, tu corriges des phrases, mais normalement, soit ton roman, il est achevé, et pour moi, il est achevé comme ça. Et je trouve que si un éditeur te dit, réécris tout, ou refais peut-être comme ça, change les chapitres. Un éditeur, c'est souvent quelqu'un de bien, hein, c'est quelqu'un qui veut que le bouquin soit bon et tout ça. Donc, s'il te dit ça manque de rythme ici, il rajoute un truc et tout, ok, tu vois. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est des tels chantiers, c'est un tel investissement personnel, tu vois. Voilà, s'échiner sur 30 versions, faut faire autre chose à ce moment-là. Moi, j'y crois pas du tout. On parlait de la page blanche, mais quand t'as, mettons, je sais pas si ça marche vraiment comme sur un film au cinéma où t'as les phases, t'as l'exposition, la première phase, tu vois, l'exposition t'expose le monde, l'univers, les personnages, leurs objectifs. T'as la deuxième où c'est le développement, et puis t'as la troisième qui est la conclusion et tout ce qui doit en découdre de ce que tu as construit, ce qu'on appelle en anglais les payoffs, de ce que tu as build-up pendant tout à fait, bien sûr. deux parties. Quand tu es bloqué au bout de ta deuxième ou au bout de ta première, comment... C'est super large comme question, donc je me m'attends. C'est-à-dire quoi, une fois que tu as fait ton exposition, entre guillemets, tu as fait ton exposition et que tu as lancé ton intrigue, tu as ton antagoniste et ton protagoniste qui se rencontrent, et là tu es bloqué. C'est pas... J'arrive même pas à conceptualiser le fait que ce soit possible, dans la mesure où il y a forcément des trucs qui se passent, quoi. Il y a des trucs qui se passent, mais faut que ces trucs-là aient un intérêt et qu'ils aient un impact par rapport à la troisième partie. Ouais, et je pense que déjà formuler tout ça en termes de payoff, je sais ce que c'est, hein, je suis pas sûr que ce soit intéressant au début quand tu écris ton bouquin, tu vois, enfin. C'est-à-dire, encore une fois, faut revenir à quelque chose de plus instinctif. Moi, j'ai écrit sans connaître la moindre notion de scénario. Ça m'a pas empêché de publier des romans, qui valent ce qu'ils valent, etc., tu vois, avec tous leurs défauts. Scénaristiquement, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais, mais tu vois, mais ils ont existé quand même. Ouais. Donc, c'est pas complètement innocent. J'en aurais vendu 4, je t'aurais dit, voilà, je suis pas vraiment de légitimité à parler de tout ça. Mais il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont vécu dans le jeu de rôle aussi, qui ont suivi tout ça. Donc, l'univers en soi, au moins, avait un sens et tout ça. Donc, la méthodologie dont tu parles, là, je trouve qu'elle est trop contraignante. Je pense qu'il faut écrire avec un peu moins de tout ça, en fait. Tu vois, quand j'ai essayé de vraiment
construire un roman avec Troubi, la méthode Troubi, je me suis vraiment perdu, quoi. Donc je sentais que c'était super solide et que si j'avais eu la simplicité d'un anglo-saxon, j'aurais pu faire une décalogie monstrueuse. Mais jamais j'aurais eu le talent pour la tenir, pour écrire tout ça, en fait. C'est trop long, c'est trop de discipline, je suis pas taillé pour ça, quoi. Donc, si t'as l'univers des personnages qui sont engagés dans quelque chose, comme tu dis, un protagoniste, un antagoniste, bah, il se passe forcément des trucs, quoi. Enfin, je veux dire, les péripéties, elles doivent s'enchaîner, mais tu te poses même pas la question. Je sais pas, je connais pas ce que tu vis, mais le protagoniste, ben, il a vécu un truc, donc qu'est-ce qu'il fait, où il va, pourquoi. Si t'as vaguement, ce que je trouve important, c'est d'avoir une vague sensation que au loin il y a la montagne que tu veux escalader, tu vois. Mais tu vois quand même le sommet, tu vois. C'est juste ça qu'on demande. Mais t'as une envie, t'as envie que le mec il avance, t'as envie que le mec fasse des trucs. Donc l'intérêt, tu vois, c'est là où tout se rejoint en fait. L'univers aussi, il va vivre à travers tes personnages. Donc et puis si l'univers il a du charme, il a de la poésie, et, il va s'animer. Tu fais le repas dans la forêt. Ou dans un bar à Tokyo, quand dans un post-apo, dans un vieux bar qui est survécu, ou dans un cyberpunk, et ben cette scène, elle peut être super intéressante parce qu'elle fait vivre l'univers, enfin tu vois, et un perso, un vieux barman qui est là. Enfin, je veux dire, moi je trouve que franchement les péripéties c'est un faux problème, quoi. Enfin je trouve que à compter du moment où tu te dis, bah qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ça part, quoi. Et sans forcément te dire, ah ouais, mais attends, si je le fais partir dans cette direction, donc ça veut dire peut-être qu'il va y avoir un moment y répondre, machin. Ma femme serait là, elle me tuerait, je pense. Mais c'est elle qui m'a appris aussi ça, c'est-à-dire à se dire, ouais, où nos deux sensibilités, parce que les scénaristes s'appréhendent et s'enrichissent. Parce qu'elle va me dire, ouais, mais là, ça part en tous les sens, mais il faut que tu tires le fil et que tu répondes à ça. Alors que moi, je vais pouvoir avancer uniquement si précisément je réponds pas. Donc, faut arriver, tu vois, à faire des petits. Mais je trouve que pour pas se bloquer, il faut avancer, sans se poser de questions, faire vivre l'univers, ton personnage et tout. Parce que moi, ça m'intéresse, tu vois. Si le personnage est adhéré au concept, j'ai envie de le voir vivre. J'ai envie que tu me racontes comment il va prendre sa douche ou je sais pas moi, aller au parc et où il va prendre soin de son chien, tu vois. J'ai envie de savoir comment il fait. Parce que le personnage, il existe, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il ressent à ce moment-là. Donc, faut l'écrire, c'est tout. Hein. Faut l'écrire, c'est tout. Ouais, bon, bah. Je t'ai vachement aidé, je pense. Non, mais bon, c'est bien aussi de l'entendre dire just do it, comme ils disent. Ouais, un peu quand même. Dans un univers de fantasy, comment fais-tu pour jauger et doser les similitudes avec notre monde à nous? Par exemple, parler d'un manteau en plume d'oie qui habille un farfadet. On a un perso féerique et merveilleux associé à un vêtement en animal tout à fait réel et connu par chez nous. Tu vois l'idée ? Je vois l'idée, mais t'as tout dit, quoi. En fait, il n'y a pas de problème en soi. Bah, le farfadet, c'est pas réel et réaliste. Ouais. L'oie, elle est réelle et réaliste. Comment tu doses ce... Je vais emprunter de notre monde à nous pour mettre dans mon monde, et je vais à la fois, tu vois ? Ouais, je vois. C'est marrant que tu te poses ces questions, en fait. Ben ouais, peut-être que je suis bizarre, mais... non, mais tu vois, il y en a pas, en fait, de questions. C'est-à-dire que, encore une fois, si intuitivement, tu peux te dire, les mecs, ils vivent... T'as posé un univers Medfan. Ouais. Globalement, quand même, le Medfan, tu peux pas trop t'éloigner de cette idée qu'il y a des forêts, il y a des villes. C'est des villes particulières. Ouais. Après, s'il y a des Medfans un peu plus chauds, tu vois, mais de manière générale, quand même, ce que tu veux faire, c'est qu'est-ce qu'il y a après la colline, comme Tolkien, quoi. Donc, village, rivière, enfin, tu vois, des choses. Donc, il y a un écosystème. Et cet écosystème, forcément, si tu veux pas perdre tous les gens, tu vas pas dire que c'est pas des oies et que c'est des Kukluk. On s'en fout, en fait. Bah, elle est là, justement, l'équilibre. Ouais, mais ça, c'est chiant, en fait. Le Kukluk, il t'apporte rien, là. Entre guillemets. Sauf si tu me dis que le Kukluk, ça ressemble à l'oie, et sauf que ses plumes, par exemple, elles réagissent à la lune, et à la pleine lune, les reflets font que le mec devient visible. Il y a toujours il y a toujours une tentation de, tu vois, de magie, de féeriser tout et. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Faut pas se perdre dans la féerie, et c'est un des problèmes que j'ai pu affronter à travers les crépusculaires et les jeux de rôle. C'est trop, en fait, à un moment. Donc ça devient indigeste. On est d'accord.
Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Et je pense que ça, faut le ressentir aussi. Parce que quand... Excuse-moi, on revient en fait à l'idée de ramener enfin, cette approche naturaliste qui dit, bah, c'est naturel ça, en fait. C'est naturel que le mec, je sais pas, il ait ce manteau en plume d'oie, ça me choque pas. Et c'est presque des petites sondes que tu envoies aussi au lecteur. On parlait du repos du lecteur aussi, pour dire, ouais, attends, fais gaffe, je vais pas te mettre un truc inventé toutes les 3 lignes, quoi. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, t'as mal au cœur. Tu vois, moi, j'ai été un grand fan de Brusselot. Okay. Et à un moment, j'ai fait une espèce d'indigestion. Parce qu'il est tellement créatif, le gars. Je l'admire. Hein. Enfin, je veux dire, il a fait des trucs que j'adore. Mais Brusselot, à un moment, j'en ai trop lu, en fait, presque. Et j'arrivais plus à digérer tout ce qu'il m'envoyait dans la gueule. Mais bon, Brusselot, en plus, il a un talent dingue aussi pour comment dire, pour rendre les choses fluides. C'est encore autre chose. Mais tu vois, en tout cas, la digestion, faut faire gaffe. Et cet équilibre-là, moi, je trouve que faut pas en rajouter trop dans les détails. En fait, c'est peut-être le détail qui tue qui tue la féerie, en fait. Si t'as trop de choses, comme tu dis, il faut pas en mettre. Moi, une auberge, je peux dire par exemple qu'une auberge est née dans une auberge cachée, invisible, magique, qui est née dans les roues d'un moulin qui tourne, tu vois. C'est une projection, une espèce d'espace dimensionnel dans lequel se retrouvent des mages. Et quand le moulin est actif, parce qu'on a crucifié des espèces de petites créatures dessus, des danseurs qui activent un effet magique, et ça crée une auberge. Ok, cette auberge, c'est un espace dimensionnel. Mais quand tu rentres dans l'auberge, elle est classique. Il y a des tables, il y a des chaises, il y a un comptoir, il y a un aubergiste, tu vois. Ouais. Donc, tu as décrit ce moment étrange où le mec il est devant son moulin et il a l'impression que, tu vois, il y a une espèce de flou autour de la roue ou des pales. Tu vois, il se dit, il se passe un truc bizarre. Tout d'un coup, il rentre dans le moulin. On lui dit, bah, vous pouvez entrer. Là, il reçoit une espèce de vertige. Pouf, il est dans cette auberge. Donc, tu as décrit un phénomène magique. Mais derrière... Et là, il est à Megève. Ah oui, c'est ça. C'est un petit bar à Saint-Germain. Tranquille. Ok. Faut donc laisser du repos comme ça. Ouais, je pense que le repos. Alors l'indigestion, c'est vrai, ça arrive ça. Parce que alors ça peut être que perso, hein, mais dans le Seigneur des Anneaux par exemple, t'as des Nazgûl, t'as ce que tu veux, des orques, des trolls, des elfes, des nains, on en parlait, et d'un coup t'as des hobbits qui parlent, on va manger des patates. Et sur le moment je me dis, il n'y a pas quelque chose de plus inventif ou de plus... Bah non, surtout pas. Ah oui, bah non, surtout pas. C'est là où c'est bien, parce que tu arrives à le suivre. Et là, tu te dis, je pense que dans ton inconscient, tu te dis, ah bah oui, donc ça c'est possible, donc ça c'est vrai. Donc je pense que il accélère un processus de validation par ton imaginaire pour dire, ok, ça va, je suis quoi. Parce que si à la place des patates, tu mets des gloudoutes et que les gloudoutes, faut les décrire derrière en disant, tu vois, c'est une espèce spéciale qui fait un espèce de légume, dont tu vas décrire les fonctionnalités du légume, tu vas devoir décrire le goût. Bah non, en fait, on s'en fout, quoi. C'est pas important, là. C'est pas du tout important. Ce que tu veux savoir, c'est que les mecs sont, je sais pas, moi, que le Hobbit, il aime bien festoyer, qu'il aime bien manger. Et moi, je suis content que tu me décrives un vrai plat, quoi. Il y a toujours cette peur tu vois, de perdre le lecteur parce que, ah ouais, il s'est pas retrouvé des patates que j'ai mangées à midi. C'est pas une évasion, non, tu vois. Non, au contraire, c'est plus des filets de sécurité pour dire au lecteur, tu vas pouvoir accepter mon univers. Et t'as des repères. Parce qu'il y a des repères. Mais il y a des repères, si t'en as aucun, tu perds, quoi. Enfin, après, tu peux faire des trucs conceptuels et tout, ça t'empêche pas. Hein. Ouais. Mais c'est une autre démarche, tu vois, je trouve. Et donc, faut se servir le récit, faut servir l'histoire, faut servir tes persos, quoi. Pourquoi toi, privilégier les mondes de l'imaginaire pour t'exprimer ? Parce que s'il y a que là où je sais faire quelque chose, peut-être. Non, tu veux dire quoi, en fait Pourquoi tu as choisi les mondes de l'imaginaire pour t'exprimer sur tous tes romans ? Pourquoi tu n'as jamais écrit, je sais pas, un polar qui se passe dans les années 20 ? J'aurais adoré, tu vois. Non, franchement, j'aurais adoré. Mais c'est peut-être aussi parce que je sais pas bien faire autrement. Mais là, toutes les envies que j'ai aujourd'hui, c'est soit du contemporain, tu vois, décalé, quoi. J'aurais adoré écrire du polar, mais en fait, je trouve que j'ai pas assez de maturité de vie.
tout court. Mais J'ai est-ce pas que affronté de le trucs polar, assez. il y en a déjà des milliards, est-ce que ce serait pas plus intéressant de voir un polar dans du Medfan? Ouais, mais c'est ce que j'avais fait un peu avec Abîme, Ouais. déjà, avec Maspalio. J'avais fait un peu de polar. Enfin, Ouais, une enquête. ouais, une enfin, enquête, quoi. Voilà, ouais. un processus d'investigation, on va dire. Mais non, ce qui m'intéresserait précisément là, c'est d'être dans le vrai, quoi. Enfin, dans le réel, tu vois. Mais je trouve que c'est beaucoup plus casse-gueule, parce que là, t'as plus de paravent, quoi. Là, t'as plus de parachute, t'as plus rien, en fait. Et je pense que se mettre à poil comme ça sur du contemporain et des vrais personnages, Mhm. moi, j'ai les boules, je pense. Ok. Ouais. Une histoire de pudeur ou une histoire. Ouais, de pudeur, même de savoir-faire, de savoir être, tu vois, vrai dans le truc. Je pense que j'y arriverai, fondamentalement. J'ai suffisamment d'XP maintenant pour me dire j'arriverai à écrire des scènes là-dessus. J'arriverai. Mais est-ce que ce serait intéressant et ça apporterait quelque chose par rapport à d'autres auteurs de polar? Pour l'instant, non. Ah, c'est ce que je disais, si t'écris ce que tout le monde fait, en fait, t'as toujours Ah, mais bien sûr. cette Non, mais bien sûr, faut problématique, ouais. avoir sa patte, faut avoir son truc. Mais après, à la seconde où tu mets 3 mots qui s'alignent, t'as un style. Il est bon, il est pas bon, mais t'as un style et il est à toi, quoi. Personne peut, même pas une IA pourrait avoir aligné, tu vois, toute la complexité de ton cerveau à ce moment-là, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que les mondes de l'imaginaire te permettent d'aborder que le réel ne peut pas? Au contraire, justement, parce que t'as parlé de l'inverse, mais... Ouais, non. Enfin, moi, il n'y a rien qui me vient spontanément à l'esprit, hormis le fait que dans l'imaginaire, précisément, je peux enfin... je vais me répéter sur le naturalisme, mais c'est ça, c'est-à-dire de dire, regardez, vous pouvez y croire, regardez, vous pouvez vivre dans ce monde-là, regardez, c'est vrai. Et donc, d'être espèce de prêcheur, en fait, hein, c'est ni plus ni moins ça. Je pense que s'il n'y avait pas de religion, j'aurais bien aimé être prêtre, en fait. Ou moine, tu vois, un truc un peu barré. Ok. Parce que il y a quand même cette idée de dire, j'essaie de te convaincre que vivre dans cet univers serait cool. Tu vois, il y a vraiment cette envie de dire, j'ai envie que tu me rejoignes là-dedans. Moi, j'ai vachement ressenti ça, et ça vient du jeu de rôle, tu vois, on parlait de ça. En quoi ça t'influence? Et je pense que je te l'ai dit, en fait. C'est-à-dire, j'aimerais bien, à chaque fois que j'ai créé un univers, j'ai eu envie que les gens jouent dedans, en fait. Donc c'est une invitation au voyage? Pas qu'au voyage, aussi à exister dans cet univers, tu vois, et à s'en emparer. Voilà, aussi. Ah, un terrain de jeu. Terrain de jeu. Ok. Terrain de jeu. Et en fait, c'est ce que je vis, tu vois, quand on fait du jeu de société, quand on fait du jeu vidéo, quand on fait tout ça. Ouais. C'est toujours la même chose, en fait. Créer un terrain de jeu suffisamment chouette pour pouvoir y inviter des gens et qu'on s'éclate, quoi. Je sais que Ridley Scott au cinéma a cette approche. Il aime bien, lui, le world building, c'est son kiff. Ouais. Et c'est là où il s'éclate le plus, c'est de créer un univers pour qu'après, chacun y vive son histoire qu'il a envie de vivre. Donc tu partages ça avec Ridley. Carrément. Bordy de Flutin, c'est mignon. Quelle est ta recette pour des jurons appropriés? Ma femme. C'est d'elle. Ok. Ouais. D'accord. Et j'adore. C'est à la relecture de tes trucs, elle te dit ouais, tu pourrais dire ça plutôt que bordel de merde ou... Ouais, ou alors elle les utilise, elle, ailleurs. Ah, ok. Et je trouve ça tellement mignon Elle fait la cuisine, elle dit, elle invente un truc, quoi. Non, c'est moi qui fais la cuisine. Par contre, si c'est pas bon, elle peut dire Bordy de Flutin, c'est quoi cette merde? Ok, marrant, très bien. On a chacun nos sources d'inspiration. Absolument. Dans le fond comme dans la forme, quelles sont les différences entre tes débuts et maintenant? Mes sources d'inspi? Non, les différences entre tes débuts et maintenant. Sur quoi? Sur l'écriture, tu veux dire? Dans le fond comme dans la forme. Dans le fond, dans la forme, vachement, très, 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 très différent. T'as plus rien à voir. T'es plus le même auteur. Non, ouais, je crois pas du tout, en fait. Enfin, putain, c'est dur comme question, en fait. Non, mais en tout cas, j'écris plus du tout pareil. Ah, rien à voir. Franchement, vraiment. Heureusement, quoi, j'ai progressé. Vraiment plus du tout pareil. Et le jeu vidéo, le passage de nombreuses années dans le jeu vidéo m'ont quand même appris à mieux synthétiser des choses. Je vois par rapport à des textes de jeux de rôle que je peux recevoir parfois, à essayer de dire attention, ou tu sais, de repérer les moments où ça va être pertinent par rapport à l'univers, tout ça. Ça, c'est vraiment de l'XP, je suis content de l'avoir pour essayer de avoir encore un truc à dire, quoi. Donc ça a changé, et une simplification. Ouais, vraiment, en fait.
Donc, à la question, si tu pouvais remonter dans le temps pour donner un conseil au Mathieu d'il y a 30 ans, qu'est-ce que ce serait? Oh, alors je lui dirais, mais tu structures. Enfin, non, je lui dirais pas tu structures parce que je vais le faucher sur place, mais euh, non, mais c'est une bonne question parce qu'en fait, je savais même pas si je pourrais lui dire d'être plus simple parce qu'en fait, moi, j'ai quand même un truc un peu baroque dans l'approche et tout, tu vois. Je suis quand même quelqu'un qui aime bien une fantaisie chargée, quoi, on va dire. Donc, je pense que la simplicité, précisément, je saurais pas faire. Il y a d'autres qui savent tellement bien le faire, j'aurais pas du tout envie de me dire, je vais essayer de faire comme ça, quoi. Donc, je resterais sur les mêmes styles ou les mêmes envies d'écrire des choses, mais je serais plus dans l'écriture, j'ai probablement progressé, tu vois, sur quelque chose de plus pertinent, de plus poétique, j'ai l'impression, hein, Dans la forme. dans la forme, ouais. Sur le fond, il y a des sujets qui m'intéressent au même titre qu'il y a... Oui. Et voir, je pense qu'on est en fait, on court derrière cette étincelle qu'on a ressentie. Moi, je pense derrière cette étincelle, cette épiphanie que j'ai ressentie à 11 ans, hein. Cette révélation totale, quoi. À ce côté, j'ai vu la Vierge, hein, mais là, c'était, j'ai vu un paravent avec un mec derrière qui me raconte une histoire, quoi. Un écran du maître. Un écran. Excusez-moi. Non, mais ce qui est marrant, c'est que les choses qui nous ont marqués enfants, on court après toute notre vie derrière, quoi. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et c'est vrai que c'est la chance qu'on a en manipulant l'imaginaire, c'est qu'on a le droit de renouer un peu avec ça, tu vois, avec ses envies. Et moi, je me dis, ça fait quand même assez longtemps que je suis en permanence à la recherche de ça. C'est ce moment où moi, physiquement, je me mets à trembler quand j'ai une idée qui m'émeut ou qu'on est en train de collaborer avec... alors, soit quand on travaille avec ma femme, soit quand on travaille avec des gens avec qui je bosse, d'un coup, vraiment, je tremble. Comme si mon corps me disait, tu vois, ah ouais, là, il se passe un truc. C'est peut-être pas forcément le bon truc, tu vois. Une reconnexion. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau organique où il dit, ah ouais, ça mérite, ça devrait être important. Et ça m'a toujours fasciné. Ce que je me dis, le cerveau, là-dessus, il est chaud, quoi. C'est chouette. Chaud. Quel est ton meilleur souvenir d'écriture? Salaud. Meilleur souvenir d'écriture. C'est une notion qui est compliquée parce que finalement, même quand tu souffres en écriture, t'as l'impression d'avoir achevé quelque chose, tu vois. J'ai un souvenir qui me vient d'écriture, c'est celui où j'écrivais. Bah d'ailleurs, j'étais en réécriture en plus. Non, peut-être pas. Mais on était donc dans il y avait un local Multisim Nemos. J'étais tout seul, c'était le soir, il était 23h. Je tapais pour essayer de finir le roman, parce qu'en fait, le problème qu'on a eu à l'époque aussi, alors le problème et l'avantage, c'est qu'il fallait sortir des bouquins, des dates précises, donc il n'y avait pas le choix. C'est bien d'avoir une deadline. Oui et non, mais oui, fondamentalement oui, parce que si t'en as pas, effectivement, t'écris le même bouquin toute ta vie. Mais là, et je me suis mis à chialer comme une madeleine. Je me souviens de ça, c'est-à-dire avoir compris qu'en fait l'écriture, c'était être épuisé au point, tu vois, de pleurer parce qu'il faut écrire, parce qu'il faut raconter quelque chose, en me disant, mais en fait, ça n'a aucun sens, je suis en train de le raconter parce qu'il faut le rendre à telle heure. En quoi c'est justifié, en quoi c'est légitime d'écrire quoi que ce soit à ce moment-là. Et en fait, c'est pas idiot, on revient à la clé, c'est-à-dire c'est faire. Faire. Tu fais. Voilà, quand tu fais, c'est bon ou c'est mauvais, mais tu fais. Et donc, voilà, l'approche artisanale, moi je suis à 100% full là-dessus. Je trouve que faire, c'est la clé de tout, en fait. Ok. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir de lecture? Bah, c'est pas possible, en fait, de répondre à cette question. T'es d'accord? C'est impossible. C'est trop réducteur. Il n'y a pas un moment eureka ou... Un moment eureka, si, il y en a certainement. J'essaye de plonger dans les souvenirs. Après, ça renvoie peut-être au bouquin que tu lis ado et qui te transforme. Hein. Il y a eu Tolkien, évidemment, quand même. Ça, c'est indéniable. Et après, il y a eu... et après, cette idée aussi de... Ah, mais la fantasy, c'est pas que Tolkien. Et donc, tu découvres Moorcock, tu découvres Fritz Leiber, qui, bon, il est un petit peu enfantin sur plein de trucs. Mais je me souviens de Cerisier Gris,
de Fafard et tout ça, qui m'ont tellement bercé, qui m'ont tellement illuminé, en fait, à l'époque. Il y a eu ça, et puis il y a eu des claques, tu vois, typiquement sur Joël Houssin, par exemple. Ok. Qui est un auteur que j'adore, qui a fait, ou tu vois, Effinger, avec la trilogie du cyberpunk oriental, Ok. qui a fait George Alec Effinger, qui a fait la trilogie de Marie Daudran, ça se passe le bouddhaïne, tout ça, c'est génial, quoi. Ça, c'est des claques. En fait, c'est le moment où tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est pas que ce que j'ai connu, en fait. C'est le moment où tu te dis, d'accord, il y a d'autres biais pour aborder un tel sujet ou un tel univers. Ouais, plus ça, en fait. Et il y en a un qui t'a tellement impressionné que t'as dit, je veux faire ça, précisément. Je veux faire la Je même crois chose, pas. mais ma version à moi, mais de ça. Si, Effinger avec la trilogie, ouais, du bouddhaïne, ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit, j'ai tellement envie d'écrire du cyber. Mais c'est tellement dur aussi pour se démarquer, de faire un truc intéressant. Ah, tu vois, donc tu as maintenant cette réflexion du monde ultra concurrentiel que tu n'avais pas à l'époque. Ouais, bah bien sûr. Enfin, après, la notion de se dire, même quand t'es gamin, t'as 25 balais et tu dis, ouais, mais à quel moment c'est vraiment pertinent d'écrire ça? Tu peux l'avoir sur certains domaines, tu vois. Typiquement, j'ai jamais écrit de polar parce que j'avais pas les épaules pour ça, ou du cyber parce que je sentais que j'avais pas suffisamment d'XP pour plonger dans le cyber. C'est marrant parce que toi, tu parles d'épaules pour du polar, mais je pense que j'ai un camarade qui s'appelle Benjamin Pascal qui a écrit 3 bouquins maintenant, je crois, son 3e ou 4e, Ouais. des polars. Ouais. Je pense qu'il te dirait l'inverse. Il te dirait, lui, j'ai pas les épaules pour écrire du Medfan. Ah ouais. Et c'est marrant. Hein. Tu vois, comme quoi. On a des univers des qui blocages nous touchent, aussi. Ouais. Tu vois, on peut aussi des idées reçues. Des idées reçues, certainement. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, une fois que tu sers le réel, tu te dis, j'ai pas le droit de merder, j'ai pas le droit de faire de fausses notes, en fait. Donc j'aurais l'impression de me bailler dans un musée de porcelaine en me disant, sur même les procédures, tu vois, ne serait-ce que d'écrire une scène de crime. Alors tu peux lire des choses là-dessus, évidemment, mais j'aurais besoin que tout soit vérifié. Donc je pense que je passerais 2 ans et demi à compiler des notes et tout. Bon, avec l'IA, c'est peut-être différent. Maintenant, tu peux avoir des procédures, je pense, assez synthétisées. Ouais, puis Internet, t'arrives à... Ouais, bien sûr. Tu pourrais. Voyager, vérifier des trucs, bref. Ouais, c'est ça. Quels sont les auteurs que tu suis? Que je suis? Oui. Je suis pas d'auteur. Ok. T'as évoqué Stephen King. Mais bon, oui, mais en fait, aujourd'hui, les bouquins, ça se fait complètement random, en fait. Ok. Totalement random. Tu vas à la Fnac, tu vois la couve, tu fais... non, je vais pas à la Fnac. Soit je suis chez mon père, parce qu'il c'est un très gros lecteur avec une très très grande bibliothèque, et il me dit, j'ai un doublon, c'est celui-là. Ok, je prends, je lis. Et puis les auteurs... Et puis après, non, si, ça peut être dans une librairie, t'es en voyage, tu te balades... Mais je préfère complètement naviguer au pif. J'aime bien, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs à lire. Je me dis, en fait, c'est impossible. Donc, on va laisser le destin comme jeter dans les dés, l'écriture, tu aimes te laisser surprendre. Ouais, carrément. Quand on est fan de Gabory, quels sont les 3 livres d'auteurs différents qu'il faut absolument lire? Je vais y aller. C'est l'heure. Non, je peux pas répondre à ça. Si, je vais répondre. Je vais pas faire le kéké. Je vais te dire, j'ai adoré bosser sur Jadis, qui était un bouquin collectif qu'on a fait il y a quelques années. En fait, on a fonctionné à l'illustration avec Nicolas Fructus, qui lui, en fait, on a fait du cadavre risqué, en fait. Il a envoyé un dessin, et on devait chacun écrire une histoire dessus, pour un personnage, et après, il nous envoyait des dessins, et on rebondissait et tout. Je me suis éclaté sur ce bouquin, quoi. Donc, Jadis, et franchement, j'assume les 2 derniers Abîmes. Tu vois, les deux derniers romans avec Maspalio. Ouais. J'ai repris Maspalio, qui était un personnage, un espèce de petit farfadet, enquêteur, tout ce que tu veux, ancien maître voleur, machin. Qui retrouve un abîme qui a changé. Ouais, c'est ça. Et en fait, mais là, tu vois, j'ai eu l'impression d'être à peu près en accord avec l'écriture. Ou du moins, je me dis, bon, ça va, j'ai atteint un niveau décent.
j'assume. Je vais pas le réécrire de rien. Il y a des trucs que maintenant, je referais différemment, mais globalement, je l'assume très bien. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. En fait, tu vas vers ceux que tu as écrits en dernier parce que c'est à peu près le moment où tu te sens à peu près plus mature et tu vois, finalement. Mais tu y es arrivé à cette acceptation. Ouais. Il a fallu une petite trentaine d'années. Ouais, vu mon tempérament, c'est un peu long, mais déjà c'est pas mal. On a vu ce qui t'a inspiré jadis. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire en général? Ouais. Beaucoup d'essais. Okay. Lire des essais, ouais. J'adore ça. Ça se trouve où les essais? N'importe où, tu peux tomber dessus à n'importe quel moment. Tu peux lire n'importe quoi. Ou de la philo, tu vois. Moi, je suis un grand fan de Bachelard, par exemple. J'adore Bachelard. Je suis incapable de t'en parler. Je le relis régulièrement. Tu prends la poétique de l'espace. Ce mec-là te décrit une maison et t'explique un peu le rapport qu'on peut avoir à la maison, le grenier, la cave et tout. Trop bien. Et moi, j'ai envie de faire 10 romans derrière. Ouais. Donc ces mecs-là, ils m'inspirent de ouf. Et puis, je sais pas, en fait, tout m'inspire une série, enfin tout, quoi. Alors vraiment, j'ai aucune limite là-dessus. T'as un régime... éclectique, universel, tout le temps. Je nourris la bête, de tout. Pas quoi. que de la lecture. L'histoire, tu vois. Là, je suis en train de lire un bouquin qui fait 1000 pages sur le plan Barbarossa ou comment l'URSS a tenu face aux armées allemandes, tu vois. D'accord. Donc, je trouve que, on est loin d'Abîme. On est loin d'Abîme. On est assez loin d'Abîme. Et en fait, je trouve que c'est surtout pas en lisant que du Medfan que tu vas écrire du bon Medfan. Hein. Ça n'a jamais marché, je pense que ça marchera jamais, quoi. C'est en étant curieux, quoi, en étant curieux de tout, ou de comprendre que toi, tu te nourris de tout ça, ou de ces influences-là. Mais je trouve que ouvrir les vannes et puis avoir un spectre large, c'est quand même beaucoup plus précieux que de s'enfermer dans quelque chose. C'est précisément là, à mon avis, où tu es dans une espèce de routine, où tu marches sur le pas des autres et tu crées rien, quoi. Ce qui est important, c'est au moment où toi, tu te mets à écrire, il y a plein de trucs qui convergent. Toi, tu raffines, tu balances, ça va plaire aux gens ou pas plaire, tu sais pas, mais au moins, tu auras raffiné quelque chose et ta singularité, elle explose, enfin, au bon sens du terme, tu vois, elle est là, quoi. Mais parce que tu as été soumis à plein d'influences. L'imaginaire, en plus, faut quand même être un peu curieux de tout, tu vois. Faut pouvoir parler de plein de trucs, je trouve, à la fois. Faut avoir de l'XP, quand même, un peu. Tu t'es jamais dit, j'ai envie de faire du Medfan sans faire de Medfan? Bah si. Plein de fois. Ouais. Plein de fois, je me suis dit, si t'enlèves le Medfan, qu'est-ce qui reste de ton bouquin? Rien. Oh merde. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc ouais. Carrément. Ça, c'est chaud. Ouais. Ça, faut pas trop se poser cette question, je pense. Parce qu'après, ça fout la merde. Okay. Non, mais en plus, c'est vachement important ce que tu dis là. Si j'enlève le Medfan, qu'est-ce qui reste? Et je me suis réconcilié avec ça, sincèrement, en me disant, mais j'aime tellement créer des univers. J'aime tellement les mettre en scène que si l'univers est pas là, finalement, ça m'intéresserait pas d'écrire cette histoire-là. Carrément. Avec ces personnages. Ouais. Donc en fait, c'est une mauvaise question, je pense. Ouais. Pardon de l'avoir posée alors. Non, mais il faut la poser parce que c'est important. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ChatGPT pour écrire un mail, un devoir, un poème, bientôt des livres entiers, point d'interrogation. Est-ce que romancier est une profession qui appartient au passé? Je pense, ouais. Waouh. Au revoir. Allez, salut. Non, je provoque exprès. Je pense qu'on est tous là en ce moment en train de vivre un truc dont on ne mesure pas encore bien les conséquences. Je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes aujourd'hui, mais je trouve que nous, scénaristes, auteurs et tout, on est en plein dedans. On prend le truc en pleine gueule. On parle plus tard qu'il y a 2 jours. Je bosse sur un projet de jeu vidéo. Je pose une question à chat sur un peu scientifique, tu vois. Ouais. Je suis sur du post-apo, je lui pose une question, tout ça. Il me fait une réponse de tueur, quoi. Ouais. Mais même moi, qui vraiment, si j'ai un truc à mon actif, c'est d'avoir une imagination assez fertile. Je peux écrire sur beaucoup de choses. C'est pas forcément bon, tu vois, mais je peux vraiment partir assez vite. Et là, je me suis dit, waouh, quoi. Enfin, il commence à être vraiment pénible, en fait. Ça m'a fait un peu peur. Ouais. Et en fait, ça me fait peur à chaque fois, en fait. Je me dis, est-ce qu'il s'affine? Est-ce qu'il m'a compris?
Oui, il sait comment je fonctionne, donc il me donne des réponses que je veux lire parce tu vois, il sent ce qui m'intéresse moi. Mais je le trouve pertinent sur plein de trucs. C'est un débat qui demande une telle réflexion de malade. Je pense que passer à côté de l'IA pour nous, qui en avons fait une profession, c'est pas possible de dire non. Je fais sans et je l'écarte de tout. Parce que tu vois, pour travailler sur des protos, pour travailler sur... Même moi, d'un point de vue strictement scientifique, l'IA, ça me sert vachement. Ouais. Poser des questions, tu vois, sur ce serait quoi telle mutation dans tel cadre. Bien sûr. Si j'immerge toute cette partie de l'Europe, qu'est-ce qui reste Enfin, tu vois, des questions comme ça, où là, tu gagnes du temps quand même. Moi, je me souviens, aller à la Bibli, demander un bouquin, on me dit on l'aura dans une semaine, vous viendrez le prendre rendez-vous avec un prof à la Sorbonne. Alors, je pense que c'est autre chose. Et tu vois, et on sent bien qu'on est au carrefour, nous, j'ai mes potes illustrateurs qui sont en train tu vois, de se battre et tout, et je me dis mais comment on va faire? Nous, je pense qu'on est globalement, on est à peu près, on est juste un peu derrière, mais on va se faire défoncer sur plein d'aspects. Après, je pense qu'on a encore notre place parce qu'on va être les seuls à pouvoir dire on va écrire quelque chose de différent, parce qu'on va pas, tu vois, on va faire le débat ici, mais encore une fois, l'uniformité. Un jour, on va effectivement avoir tous les scénarios de Netflix qui vont être faits en IA et on va tous bien se faire chier. Ça commence déjà à être un peu le cas. Ça commence déjà à être un peu le cas, on est bien d'accord. Et donc comment on navigue, nous, à travers tout ça? J'ai l'impression que le seul moyen, c'est de dire, j'en fais un outil, mais de dire, je le regarde même pas. Et j'essaie de le combattre par tous les moyens. S'en servir et pas le subir, quoi. Le subir, le laisser nous remplacer. Mais c'est difficile. Ouais. C'est super dur, parce qu'en même temps, tu fais le jeu de l'IA. Est-ce que d'un point de vue éthique, aujourd'hui, moi, je peux dire, je ne m'en sers pas quand je travaille. Hein. Je dis pas pour. Mais tu te pénaliserais par rapport à quelqu'un. Est-ce que je me pénalise vraiment? Je me suis fait la réflexion récemment, en me disant, si j'avais pas eu l'IA là, sur tous les derniers travaux que j'ai faits, j'ai vu des domaines où elle m'a vraiment aidé, quoi, d'un point de vue conversationnel. Donc c'est une évolution qu'il faut prendre en compte, tu vois. Mais en même temps, tu as envie de lutter de tout ton corps contre ce truc, quoi. Parce que voilà. Et puis tu vois, là, il y a encore ma femme là m'a montré un philosophe qui a laissé dans l'air qui parlait de ça, qui disait c'est notre liberté qui est en jeu, et qui à la fin disait si d'un point de vue éthique on se passe de l'IA, c'est pas grave. Et je disais c'est pas grave, mais quand même c'est chaud, quoi, parce que tu vois, on sent bien que si on laisse les Ricains et les Chinois et tout ce que tu veux, toutes les grandes puissances nous façonner l'IA, là, je sais plus, ils sont tous en train de s'enflammer sur Sora 2, là, qui vient de sortir, avec, parce que ça fait du TikTok quasiment 100% indétectable et tout ça, enfin un deepfake, machin. Tu te dis, mais les enfants là-dedans, comment ils vont gérer tout ce merdier? C'est super chaud comme question. Donc moi, j'essaye, et je suis encore en réflexion, entre des potes qui effectivement disent, si tu touches à l'IA, t'es une merde. Ouais, je peux pas accepter encore ce discours-là totalement. Après, ça dépend où, ça dépend sur quoi. Encore une fois, si c'est un outil chez Watt, tu bosses avec l'IA et t'en as besoin et tout ça, c'est cool. Si demain, je sors une BD entièrement faite en IA, là, j'ai le droit de me faire décapiter, tu vois. Ouais. Enfin, de mon point de vue éthique, pour l'instant, ça serait ça l'idée, tu vois. Parce qu'un illustrateur, là, tu l'as... Alors, tout à l'heure, je te parlais d'un cas où... tu serais bloqué entre, je sais pas, l'acte 1 et l'acte 2, parce que, voilà, manque d'idées, manque de... Qu'est-ce qui peut se passer de pertinent pour faire avancer l'intrigue? Moi, je l'ai testé, ChatGPT, là. Ouais. Je lui ai filé mes protagonistes, les machins et tout. Je lui ai dit, voilà, mes deux persos se rencontrent à ce moment-là, c'est un moment clé de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a sorti un truc de merde, en fait, et j'ai fait... Aucun intérêt, quoi. Il écrit hyper mal, L'écriture, oui. La synthèse, il est bon. Oui. La synthèse, il peut être intéressant. Pourtant, j'essaie d'être précis, hein, mais on n'en est pas... mais je trouve qu'effectivement, en fait, moi, je le trouve intéressant. Il est probablement plus intéressant en world design qu'en scénario. En world design... En scénario, c'est vraiment pas bon. Je pense, c'est vraiment pas bon du tout. Enfin, je me suis jamais servi. Moi, je lui ai demandé pour m'écrire des synopsis. Je lui ai dit, par exemple, voilà, mon idée, c'est ça. Grosso modo, ma trilogie de personnages, c'est ça. Voilà ce que je veux raconter. Qu'est-ce que tu me proposes? Et les trucs qu'il me propose à chaque fois, au secours. Bah non, c'est bon. Non, merci.
Je pense que là-dessus, c'est encore Ouais. t'as raison, c'est très très mauvais. Mhm. En revanche, je trouve qu'en le design, il s'améliore. Ah ouais, ok. Non, franchement, parce que je l'ai vu sur 2-3 idées là que j'ai testées. Mais bon, c'est toujours pareil. Il va être utile et il va être pertinent parce que à l'origine, tu lui as donné l'étincelle, quoi. Tu lui as dit, voilà, je veux faire ça. Je veux développer je sais pas, une magie, whatever, tu vois, ce que tu veux. Ouais, faut être hyper précis, ouais. Alors, précis, ou en tout cas, tu vois, il est très bon, par exemple. À un moment, je me pose la question sur, je sais pas moi, une espèce de guilde d'égoutiers chelous qui ont tel ou tel aspect. Ouais. Tu vois, qui ont plusieurs aspects que moi je trouve importants. Et derrière, il va me faire, il va me décrire, par exemple, leur uniforme. Ok. Et il va dire, ah ouais, les mecs, par exemple, ils ont, je sais pas moi, du cuir recouvert d'une Mais cire. il va le faire de lui-même ou c'est toi qui lui as dit décris-moi leur uniforme? J'ai dit, écris-moi leur uniforme. Ok, ouais. Et là, il va m'intéresser. Parce que je vais relever 2-3 choses c'est que ça, je trouve malignes. On pioche et puis. Voilà, tu vois, parce qu'il est allé chercher enfin, il est allé chercher, tu vois, en statistique, mais il a su m'isoler 2-3 infos pertinentes pour des mecs qui circulent dans les égouts. Je serais pas allé chercher. Et parfois, une fois sur 30, on va dire, il va me donner un angle d'attaque, une petite diversion qui me surprend et qui m'intéresse, et donc je développe. Tu vois ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a aussi tous les problèmes éthiques derrière qui te dire putain ouais data center machin truc. Donc c'est compliqué en ce moment. On est tous là, on le vit de plein fouet. On est en train de se demander comment on fait, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis on nous l'impose vitesse grand V et puis t'as pas le choix, quoi. Ouais. Parce que là c'était marrant là, le petit gars, la petite notule là, il m'a montré ma femme sur Copilot Word. La dernière update de Word, il disait, tout d'un coup, ils m'ont imposé Copilot, et tout ce que j'écris, quand il écrit tu vois, il est philosophe, Copilot intervient et dit, tiens, je pourrais t'aider à développer ça. Ouais. Et il dit, mais en fait, j'ai ce gars-là, j'ai Copilot sur mon épaule, je peux pas l'enlever, et il est en train de se servir déjà de ce que j'écris à la source. Exactement. Et ça, je trouve ça mais vertigineux, quoi. Je me dis, c'est ouf. Moi, j'ai chopé un magazine en PDF et je lis mon truc. Et à chaque fois que je l'ouvre, le PDF, pour reprendre ma lecture, il te dit « Vous n'avez pas le temps de lire votre machin, je peux vous faire un résumé, s'il vous plaît. » Tu fais « Mais non, le plaisir de lecture, gros. Ouais. » C'est dingue, hein. C'est dingue. Et ça, c'est très violent. Hein. Ouais. Et en fait, je sais pas qui décide ça, en fait. À quel moment les mecs ont décidé qu'il fallait tout nous synthétiser. Parce que moi, je le vois, hein, j'ai deux garçons. Ouais. Un qui est encore au lycée. ChatGPT, c'est une évidence. Bah, c'est une évidence, quoi. Ouais. Et pour eux, pour nous, on a eu le temps de construire quelque chose dans notre chat, mais pour eux, ouais, c'est le monde qu'ils connaissent, c'est leur monde à eux. Il y a un autre truc qui m'énerve, c'est les vidéos YouTube qui te traduit automatiquement. Alors, je parle pas des doublages et machin, je parle simplement des titres, du titrage. Du coup, tu sais pas si la vidéo elle est en français ou elle est parce que moi je regarde beaucoup de vidéos en anglais. Ouais. Pour pratiquer mon anglais, et du coup je sais pas si c'est une vidéo en français ou en anglais parce que le truc il m'a tout traduit, quoi. Ah putain. Insupportable. Ouais. Non, mais il n'y a pas d'option. J'ai cherché pendant des heures à regarder dans les préférences, dans les machins. Zéro. S'il te l'impose. Bah, typiquement, moi, quand je fais des recherches sur Pinterest, j'aime bien Pinterest pour aller chercher, tu sais, un personnage, je prends quelques illustrations, mais dans le jeu vidéo surtout, hein, ou dans le jeu de société, enfin d'autres choses, d'autres projets. J'aime bien faire un mood board, quoi. Et maintenant, sur Pinterest, c'est une galère. Tu peux pas encore filtrer les illustrations IA. Tu peux pas dire je ne veux pas d'illus IA. Il suffirait qu'ils nous mettent une petite je veux pas d'IA. Point. Et voilà, et c'est ouf parce que après maintenant ça te et puis tu sais tu retrouves les patterns de l'IA maintenant mais alors, je pensais être bon parce que j'ai quand même beaucoup travaillé en moodboard et là je commence à me faire blouser, quoi. Alors, on va être de moins en moins bon, en fait. Et on va être de moins en moins bon. Donc ça c'est terrifiant, quoi. Ça fait peur. Terrifiant. Aïe. Bon, en conclusion, c'est quoi un bon livre? Ouais, non. Je te laisse développer. J'y vais, moi. Ouais, d'accord, ok. C'est quoi un bon livre? Ouais. C'est quoi un livre? C'est quoi un livre? Ouais, parce qu'en fait, tu vois, moi, je peux m'émouvoir d'un essai, parce que, en fait, un bon livre, pour moi, c'est le moment où toi, tu oublies le monde extérieur et tu rentres dedans, enfin, d'une manière ou d'une autre. Soit ça t'inspire,
soit ça te repose, enfin ça crée, il y a une connivence quoi, quelque chose qui se crée avec le livre. J'ai envie de dire c'est ça quoi, un bon livre en fait, parce que moi j'aime bien tout ce qui m'inspire en fait, où je sors un peu galvanisé, tu vois. Mais ça peut être un super polar bien Donc, écrit. Moorcock, c'est mort en fait. Pourquoi? Ouais, c'est quand même très nihiliste. Non, je sais pas. Ok. Non, mais tout en fait. En fait, encore une fois, tout est inspi tout le temps de tout en fait, je trouve. Et tu peux te. Donc un bon bouquin, je trouve que c'est ouais. Moi en tout cas, c'est je suis allé jusqu'au bout. Il m'a inspiré, il m'a fait du bien, quoi. Tu vois. Même un bouquin qui me fait chialer, un bon bouquin qui me fait du mal et tout, mais il m'a fait du bien parce qu'il m'a fait avancer en fait. Il m'a un peu levé, il m'a tiré sur autre chose, il m'a montré quelque chose d'autre, il m'a ému. Enfin, donc on revient. Tu vois, on n'est pas sur l'émotion du TikToker, tu vois, où on va essayer de te nourrir d'impulsions. Le roman, c'est un temps long. Enfin, on connaît tout ça, hein, mais d'autant plus vrai aujourd'hui, quoi. Ouais. Prendre le temps de nourrir, de développer, comme on dit, le build-up. Ouais, mais surtout, parce qu'aussi on est quand même, on s'inscrit dans une démarche de créatif. Tu peux bosser la méthode de Poitiers et avoir du plaisir à lire un livre et trouver que ce livre est bon ou celui-là moins bon. La démarche, quand soit tu bosses dans l'imaginaire ou dans le créatif, c'est que tout est nourriture en fait. Forcément. Donc tu recycles, tu t'inspires, ça te donne une idée, ça te fait rebondir, ça te fait tirer un fil. C'est ça qui est chouette, quoi. Donc moi, un bon livre, c'est celui qui. Mais le facteur comme déterminant pour moi, c'est d'être surpris. Ah, ok, intéressant. Ouais, ça c'est vachement, parce que ça c'est vrai. Là où les essais peuvent t'inspirer, peuvent te donner des billes et tout ça, je trouve que un roman où je sais où ça va me saouler. Ah, parce que tu vois, on a souvent, je te disais, ce qui m'embête ce qui m'effraie dans la simplicité ou dans la recherche de la simplicité, c'est d'ennuyer les gens et de ne pas surprendre justement. Ouais. Et du coup, on a toujours cette tentation de complexifier pour rendre nouveau ou novateur ou je pense qu'il faut que tu sois beaucoup plus organique que ça en fait dans l'approche. Il faut. C'est clair, je suis quelqu'un de cérébral, donc. Voilà, mais il va falloir que tu écrives beaucoup plus à l'instinct pour découvrir tes tripes, quoi. Parce que à faire ça, en fait, moi je trouve en tout cas, perso, de ce que j'ai vécu, moi il s'est rien passé. Dès que j'ai fait ça, il s'est rien passé, quoi. Ouais. Précisément, du moment où tu lâches un peu la bride et tu essaies de chercher un petit peu ce que tu as au fond de toi, ou ce que tu as envie de dire, ou ce qui t'inspire et tout, c'est différent, en fait. C'est très, très différent. Parce que là, ne serait-ce que d'avoir cette réflexion, est-ce que j'ennuie le lecteur? Est-ce que c'est assez complexe? Mais moi, ça m'est jamais venu à l'esprit, en fait. J'écris ce que j'ai écrit, après on voit, quoi. Mais faut se poser moins de questions, hein. Donc faut écrire moins avec sa tête et plus avec ses tripes. Ah ouais. Ah, j'en suis certain. C'est pas mal ça, comme conclusion. Ça marche. Mathieu, en toute sincérité, c'était un honneur. Avant que je m'aventure chez Brentwix, Raymond E. Fest, George Martin, les jeux de rôle, les BD et toi m'avaient ouvert la voie vers les mondes de l'imaginaire et les plaisirs de la lecture, de l'évasion spirituelle et de l'écriture. Merci infiniment. Merci à toi. Allez. C'était cool. Salut l'artiste. Ciao.